direct d'ailleurs de l'Ubu Café pour les interviews de l'Institut Jean Vigo pendant Visa pour l'image. Donc hier on vous a présenté Liev Kowalski et aujourd'hui c'est Florent Marcy avec Tomorrow Tripoli, un film sur la guerre qui a eu avant la chute de Kadhafi, qui a toujours, on le signale aux chers téléspectateurs parce qu'on l'oublie, mais il y a toujours la guerre là-bas. Et donc un film qui a commencé en 2011 et qui s'est terminé 8 mois plus tard, quasi une grossesse. Mais avant d'en arriver à Tomorrow Tripoli, Florent Marcy, présentez-vous. Comment on arrive à Tripoli à pied par la Chine, si j'ose dire. Vous êtes je vais vous faire la version en course, que c'est un petit peu long, parce qu'il y a un ensemble de circonstances comme dans la vie, quoi, de hasard, de choses comme ça. Mais en gros, de façon classique, je suis documentariste. J'étais pas documentariste au départ, je viens un petit peu de la photo, je suis arrivé à l'image et au film par la photographie, mais j'étais pas non plus photographe. Je suis arrivé à la photographie parce que j'aimais le voyage et l'aventure. Donc quand j'étais étudiant, j'ai pas fait d'études de cinéma du tout, mais je vadrouillais, je partais à l'aventure en stop, je dormais chez l'habitant, voilà, à droite à gauche. Et assez rapidement, je m'intéressais en particulier à des pays avec des situations politiques particulières. Donc, par exemple, j'étais en Afrique du Sud, il y avait encore l'apartheid, c'était la fin de l'apartheid, donc j'étais en stop, j'ai fait le tour un petit peu de l'Afrique australe. Voilà. Et puis il s'est trouvé que, un peu comme la Libye, en 89, il y a eu la révolution roumaine, et j'étais étudiant, c'était Noël, et je suis parti en Roumanie par curiosité, voir un petit peu les étudiants qui faisaient leur révolution. C'était des choses que j'avais lues et étudiées à l'école, avant au baccalauréat, dans les livres d'histoire. Et donc voilà, mon travail a commencé comme ça, ça n'a jamais été un choix, pas un choix. Donc c'était plutôt une curiosité. Et puis la photographie est venue derrière, parce qu'il faut bien justifier sa curiosité, parce que sinon on est suspect. Quand on arrive dans des situations un peu chaotiques et qu'on est agit par curiosité, soit on est un espion, soit on ne sait pas trop, etc. Donc à partir du moment où vous avez un appareil photo en bandoulière, vous dites voilà, je suis photographe, très bien, voilà, maintenant je suis photographe. Donc j'ai tout. C'est pour ça que les espions ont des appareils photo désormais. Par exemple. Et donc on va dire que le film de Libye, vous mettez 20 ans après, un peu plus de 20 ans après, c'est une autre révolution qui faisait écho à des histoires à la fois historiques et personnelles. Et donc je me suis rendu là-bas pour les mêmes raisons finalement que 20 ans plus tôt, j'ai pas beaucoup changé de ce côté-là. Et c'était par curiosité, j'avais envie de voir ce qui se passait et je trouvais ça assez fascinant de voir une succession comme ça de soulèvements. Ça pouvait d'ailleurs évoquer ce qui se passait à l'époque de l'effondrement du bloc de l'Est. Vous aviez aussi une succession de pays avec des révoltes plus ou moins violentes, comme la Roumanie ou la Tchécoslovaquie à l'époque, ou le mur de Berlin, des choses comme ça. Donc pour moi il était absolument naturel et indispensable d'aller voir ce qui se passait dans ces pays arabes, sachant que j'ai beaucoup travaillé moi-même dans les pays soit arabes, soit avec un fond musulman, comme l'Afghanistan, la Tchétchénie, et des pays comme ça. C'est quand même une constante. Juste une petite... quand vous évoquez la Roumanie, parce qu'il y a quand même toujours un peu dans votre travail la question d'une certaine recherche de vérité sous-jacente, donc il y a un doute, ce qu'on a pu évoquer. Sur ce doute, quand vous êtes en Roumanie, est-ce que ça a un impact sur vous tout jeune, parce que vous êtes bien jeune à ce moment-là, la problématique du vrai faux charnier de Timișoara? Est-ce que ça devient quelque chose qui peut faire fonctionner la suite de votre boulot? Est-ce que vous en avez conscience ou pas encore à ce moment-là? Alors non, je ne dirais pas que j'en ai conscience à ce moment-là, mais il y a deux choses. D'abord, il se trouve que moi-même j'ai photographié, parce que j'étais à Timișoara, je suis allé à Timișoara au début. Donc il y avait déjà l'affaire du charnier qui était sortie. Mais c'était pas encore très clair, en tout cas à mon niveau. Moi j'étais pas en train d'étudier l'information, il n'y avait pas internet comme aujourd'hui, c'était pas encore très clair ce qui s'était passé ou pas. Donc à Timișoara, j'étais avec des étudiants, je suis allé voir des étudiants de l'université qui étaient barricadés, voilà, j'étais avec eux, et ils m'ont eux-mêmes montré des photos du charnier que j'ai refotographiées. Donc j'ai fait une histoire de travail de rephotographie qui était en fait une fake news en fait, que je ne savais pas à l'époque, mais j'ai donc des photos moi personnelles, refotographiées par sorte de photos. J'en ai rien fait, mais j'ai fait ça au cas où, on ne sait pas, on ne sait jamais, on a l'impression qu'il y a un truc important. C'est la première chose. Mais en revanche, le rapport à la vérité, c'est noué à un autre niveau, et là c'était vraiment très important. C'est pas dans l'histoire des charniers en tant que tel, c'est qu'en fait en revenant en France quelques semaines après ce périple avec ces étudiants roumains, je suis revenu avec un avion, avec un pont, il y avait un pont aérien, c'était un avion militaire français, donc comme ça je ne payais pas l'avion, et j'ai fait profiter deux jeunes roumains que j'avais rencontrés à Bucarest quelques temps avant, dans les comités d'étudiants, c'était très actif. Et j'avais l'idée de créer une association, de faire un truc. Je me dis, voilà, j'ai fait ce voyage, j'ai passé du temps avec ces jeunes-là qui avaient mon âge, ils parlaient tous français quasiment. Il faut que je fasse quelque chose qui soit utile. Je faisais pas de photos encore à l'époque.
On m'avait prêté un appareil, mais j'étais pas journaliste du tout, quoi. Et en fait, en revenant avec ces deux étudiants, sans le savoir, l'un des deux, dans l'avion, sort un petit paquet de photographies et me dit, voilà, Florent, qu'est-ce que tu penses de ces photos? On me les a confiées. C'est des photos qui montrent les premiers soulèvements dans une ville qui s'appelle Cluj, dont on avait peu parlé, parce que c'était pas Timișoara, c'était pas Bucarest, pas Timișoara, mais il y avait des soulèvements dans plein de villes. Et on voyait plus ou moins, c'était des photos en noir et blanc de mauvaise qualité. Il n'avait pas les négatifs parce qu'il n'était pas le photographe. Et on voyait, je sais pas, vaguement l'armée tirer sur des jambes, des corps un peu au sol, mais tout ça était un peu flou. Quelques photos plus nettes. Voilà, mais moi j'avais pas un œil de photographe. Je dis voilà, moi écoute, je sais pas quoi dire, je suis pas journaliste, j'ai pas de contact dans des agents, je sais pas trop quoi te dire. Il se trouve qu'en arrivant à Paris sur l'aéroport militaire, à l'époque, à Villacoublay, nous attendait sur le tarmac un jeune envoyé d'une agence de presse. C'était un truc assez classique à l'époque, d'envoyer des journalistes pour récupérer des négatifs ou des films dans les avions qui revenaient de situations d'actualité. Et donc il vient nous voir, il n'y avait personne d'autre, hein, on n'était pas du tout accueillis par des civils, et il nous dit, par lui, il dit voilà, je suis de l'agence IMA Presse. C'est une agence assez importante, un peu people déjà à l'époque, c'est pas les grosses agences qu'il y avait comme SIPA, Gamma, mais c'était quand même une taille importante. Et je voulais savoir si vous avez des photos sur la Révolution. Je dis moi j'ai pas grand chose, j'ai photographié quelques trucs comme ça, mais sans plus, mais en revanche, Narcisse, il a des photos comme ça. Et donc je me suis retrouvé embarqué avec ces deux jeunes Roumains qui arrivaient à Paris. Bon, évidemment, ils n'étaient pas sortis de Roumanie, donc ils étaient complètement éberlués. Et une heure après, je sais plus, une heure et demie après, on est dans l'agence de presse, face au directeur de l'agence, un homme d'un certain âge, qui devant nous, prend le paquet de photos, les regarde comme ça, les fait défiler, lui, il a l'œil, il en sort 7 ou 8, il appelle Paris Match. Et il dit voilà, je suis avec deux jeunes Roumains, etc. Moi, je découvrais complètement la profession, enfin, je connaissais rien à ça. Ils ont des photos comme ci, il y en a une qui est vraiment étonnante, il y avait une femme qui était en prière, comme ça, les met en prière face à l'armée, pour leur supplier de ne pas tirer, et puis il explique, voilà, il y a des corps au sol, etc. Donc à partir de là, ces photos ont été, en fait, elles ont été achetées par Match, elles ont fait le tour du monde, elles étaient dans le métro la semaine suivante en 4x3, là, ces mêmes photos, mais il n'y avait pas les négatifs. Et donc le directeur d'agence était très inquiet en disant, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un coup fourré, elles avaient été prises 2-3 semaines avant, pourquoi elles ne sont pas sorties avant, est-ce qu'il ne va pas les vendre à quelqu'un d'autre? Il savait parfaitement que ce jeune Roumain, là, Narcisse, n'était pas le photographe. Tout ça était très clair. Mais pour vendre et commercialiser, il fallait qu'il y ait l'histoire du photographe. Parce que ça se vend mieux avec le texte. Voilà comment vous avez pris ces photos, ces enfants qui sont morts, ces femmes, etc. Et donc, il y a eu un truc qui s'est noué à ce moment-là, et la presse est devenue complice de la fabrication, à partir du témoignage de ce jeune Roumain-là, de l'histoire de ce photographe qui était. Voilà, c'était pas lui. Voilà. Donc, ils ont fabriqué l'histoire autour. Et tout le monde le savait en fait, Match le savait, la plupart des gens un peu malins savaient que c'était pas lui. Mais ça, voilà, Sunday Times, les Japonais, les trucs, les machins. Donc j'ai assisté à ça aux premières loges. C'est quand même un peu, voilà, je suis rentré tout de suite dans le bain de l'enjeu de la vérité. Comment ça se construit? Est-ce que c'est grave, pas grave? Pourquoi est-ce que les personnes sont complices ou pas? Ça se fait de façon un petit peu presque mécanique. Alors là-dessus, vous avez travaillé sur la fameuse photo de Capa durant la guerre civile. Enquêter sur finalement, est-ce que Capa et son soldat républicain avaient vraiment atterri sur la Lune? Alors il se trouve que quelques années plus tard, donc là, on va dire à peu près au tournant des années 2000, ça fait un petit moment déjà, par rapport à des expériences personnelles, la Roumanie c'est 89, donc un peu plus de 10 ans plus tard, j'avais parcouru différents terrains comme ça, souvent liés au conflit, aux guerres. Et effectivement, j'avais un questionnement assez c'était un questionnement à la fois très banal. Je me posais la question, en quoi une information est-elle vraie? C'est-à-dire, pas seulement est-ce qu'elle est vraie à la source, c'est refondée, mais en quoi elle devient vraie, en quoi elle se manifeste dans sa vérité, de quelle façon elle se manifeste. Parce que quand vous êtes quelqu'un qui fait des images d'actualité, ou parfois ça m'arrivait d'écrire un peu dans la presse, c'était pas mon travail principal, mais ça m'arrivait, vous avez un pouvoir qui est complètement démentiel. Vous êtes un témoin, parfois tout seul sur un événement, et vous savez que ce que vous allez dire, ça va être répercuté par les agences, les trucs, et parfois vous êtes des scoops, des trucs mondiaux, ça peut avoir un impact mondial. Alors que 2 jours avant, vous n'êtes rien du tout, et 2 jours après, à la limite, vous n'êtes pas grand-chose non plus. Donc il y a une espèce de construction, hein, d'accord, par le biais de ces médias, ça c'est assez classique ce que je dis, mais à l'époque, ça me questionnait beaucoup, je me disais, bon, quelle valeur ça a? Au fond, quelle est la nature de cette vérité qui se diffuse par la presse? Sachant qu'il peut y avoir un problème à la source, il peut y avoir un problème dans la construction. Quand vous avez une information qui se diffuse à la vitesse de la lumière partout, c'est problématique. Même si c'est lié au réel, c'est problématique. En soi, c'est problématique. Parce qu'il suffit qu'il y ait un petit grain de sable au départ où ça soit faux.
le phénomène de la propagation est identique. Donc, vous voyez ce qu'il y a. On appelle maintenant des fake news. Les fake news, exactement. Donc, à l'époque, au tournant des années 2000, je commence à me questionner. J'avais pas mal travaillé en Afghanistan. Il y avait eu les attentats de New York. J'avais fait tout un travail aussi 2 ans avant, en 99, sur des réseaux de Ben Laden, d'Al-Qaïda, mais ça n'intéressait personne. Puis en 2001, c'est devenu une espèce de scoop planétaire, machin, parce que j'avais des images que d'autres n'avaient pas. Tout ça est assez, voilà, vous le vivez, c'est assez étonnant, quoi. Et donc, je commence à faire un travail je me questionne sur cet enjeu-là, la vérité de l'information, les problèmes de structure que ça pose au niveau social, l'évolution dans l'histoire, où on en est où, comment on se situe par rapport à ça. Et donc, je travaille sur des exemples concrets. Je m'intéresse à quelques histoires de presse dont j'avais entendu parler. Alors, il y a celle de la fameuse photo de Capa. Donc, Capa, Robert Capa, photographe, c'est un peu le père, comme ça, de tous les photographes de guerre, qui avait un immense talent, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il y a quelques photos, pas seulement d'ailleurs la fameuse photo du soldat républicain pendant la guerre d'Espagne, mais d'autres photos qui posent question. Et il y a cette fameuse photo de ce soldat qui meurt comme ça, qui est saisi au moment, entre la vie et la mort, alors en noir et blanc, elle a un aspect comme ça un peu dramatique, allégorique, tout ce qu'on veut. Et c'est la photo qui a rendu célèbre Capa, qui d'ailleurs ne s'appelle pas Capa. C'est un nom. Oui, c'est pas inintéressant de savoir. Voilà. C'est pas inintéressant de savoir. C'est pas un argument choc, mais bon, dans un ensemble de choses. Il y a 3 photographes juifs hongrois à l'époque qui tournaient comme ça. Voilà, il y avait sa compagne qui, voilà, ils se sont inventés des noms. Il y avait un côté romanesque. Il y avait un côté romanesque. Ils se sont inventés un peu des noms comme ça. Ils trouvaient que c'était, je sais pas, je ne les ai pas questionnés évidemment, mais apparemment c'était, voilà, ça devait mieux se vendre, c'était mieux pour diffuser ces photos. Je crois que ça n'avait rien à voir avec le fait d'être juif ou pas juif. Non, mais là, on peut imaginer que c'est pour changer de nom, pour pas être embêté, je sais pas, mais je crois que ça n'a vraiment rien à voir. C'est autre chose. Enfin, on va pas aller sur ce terrain-là parce que c'est vraiment. Oula, d'accord. Donc, cette fameuse photo-là. Et en fait, j'avais vu un film de Ophuls sur Sarajevo, où j'étais passé quelques années avant, et qui parle déjà de cette polémique-là. Parce qu'en fait, la polémique, elle date des années 70. Bon, et après, je me suis dit, c'est quand même bizarre cette photo, j'ai envie de savoir, quoi. Donc, je me dis, ça va être facile, je vais remonter le fil, je vais voir d'où vient cette photo, et je vais me faire mon idée. Et là, je commence à me rendre compte de ce que c'est que l'enjeu de vérité. C'est-à-dire, quand c'est à son propre niveau, comment vous faites pour vérifier une information mondialement connue à la source, sachant que c'est une photo de 1936. Alors déjà, quand est-elle parue la première fois? C'est pas évident de trouver la première parution. Parce qu'il faut retracer, c'est comme si une généalogie en fait la vérité, il faut retracer la généalogie, il ne faut pas se tromper de père, etc. Et en remontant, je me rends compte que je ne peux pas accéder aux archives, parce qu'en fait ce sont des archives qui sont dans des bibliothèques, et qu'il faut déjà justifier d'un statut de chercheur, ou avoir un contrat avec un éditeur pour avoir accès à certaines salles, à certaines archives. D'accord, l'individu lambda, il cherche la photo de Capa, il va à la bibliothèque François Mitterrand, je ne sais où, il ne peut pas la voir, par exemple, même si on sait où elle est. Alors déjà, ça questionne, d'accord, parce que c'est pas tout le monde qui va faire la démarche, qui a le contrat avec l'éditeur, alors on peut toujours inventer un contrat, mais dans cette grande question de l'enjeu à la vérité, il y a déjà un filtre de ce type-là. Et après, en cherchant, en trouvant la première publication, qui date je crois que c'est le 23 septembre, c'est le même moment, même endroit, etc. Enfin, tout ça, il n'y a pas de doute là-dessus sur la lumière sur l'ensemble, mais c'est pas le même homme. Vous avez 2 hommes qui sont... alors ça, c'est un premier truc, on se dit, bon, c'est quand même bizarre, bon, alors comment expliquer le truc Alors, c'est un peu évoqué parfois dans les polémiques autour de ça, mais moi, ce qui m'intéressait après, du coup, j'ai dit, tiens, il y a 2 photos, pourquoi? C'est vrai que ça paraît improbable, où est passé le corps du premier, s'il est mort, il devrait peut-être apparaître, on ne sait pas trop. Mais ce qui m'intriguait, c'est qu'en fait, l'histoire de cette deuxième photo avait disparu. Ça, c'est pareil dans l'enjeu. La source, quand vous avez une histoire qui est écrite dans l'histoire, un événement, quel qu'il soit, vous avez des tas de choses qui disparaissent. À la fin, il reste une version en général. C'est quoi le processus qui fait qu'on élimine telle ou telle chose? C'est comme dans les évangiles. Pourquoi il y a des évangiles qui disparaissent? Les 7 ou les 4 canoniques, mais pareil, il y a des tas de textes apocryphes. C'est la même chose. Je pense que c'est un processus. Je pense que c'est un processus. C'est une question de foi même dans la photographie. Je pense que c'est un processus. Non, mais ce qui est fantastique dans cette histoire de photographie-là, c'est que c'est justement un métier qui est censé combattre la crédulité. C'est quand même l'information est là justement pour combattre cette crédulité-là. Il y a un côté scientifique objectif en faisant de la photographie. Alors qu'en fait, le verre est dans le fruit, quelque part. Alors je dirais, moi, parce que là, on va revenir à Timișoara. L'invention du feu charnier Timișoara, c'est Gilles Saussier, quelqu'un que j'ai fait venir ici. Je le connais, Gilles Saussier. Ben voilà, c'est un très bon copain, je vois très bien. Il a même tourné dans un film burlesque d'un copain. Oui, bon. Je connais tout ça avec
la chasse, etc., les trophées de chasse et compagnie. Là, enfin, bon. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment, c'est un point vraiment essentiel, celui-ci. Gilles Saussier, il reçoit, je ne sais pas, le WordPress ou je ne sais plus quoi, le Grand Prix international de la photographie pour ses photos de Timișoara. Il découvre que c'est un pur mensonge, c'est-à-dire c'est des cadavres qui ont été enlevés, mis, etc. Il en fait un décryptage. Ça lui pose un cas de conscience absolument extraordinaire, c'est vraiment de se dire, je suis photojournaliste, c'est ça le photojournalisme, et donc il abandonne le photojournalisme, où il va faire d'autres types de photographies, il va faire quelque chose qui se rapproche de ce qu'on appelle le style documentaire, ce que vous faites d'ailleurs, c'est le style documentaire. Il y a un écart qui s'opère par rapport au sujet. Mais le trouble qui est le sien à ce moment-là, il ne s'en est jamais remis de ce trouble-là. C'est-à-dire qu'il reçoit le prix. Lui, il n'est pas dans la position de Capa où, par exemple, le baiser de Doisneau, c'est quand même plus anecdotique. Oui, oui. C'est moins dangereux, le baiser de Doisneau. Il n'est pas dans cette position-là, mais il n'en demeure pas moins qu'avoir participé à la construction d'un mensonge historique, parce que c'est un mensonge historique, c'est quelque chose qui l'a totalement traumatisé. Alors, si vous le connaissez, vous avez vu quoi. Il y a un changement même psychologique. En fait, quand je dis que je le connais, c'est qu'en fait c'est un très bon ami d'un copain photographe qui a tourné un film il y a des années de ça. Il avait pris comme acteur. C'est assez drôle, un film qui n'est jamais sorti, mais c'est un copain photographe, un Libanais, Karim Daher, peut-être vous le connaissez. Oui, mais je sais, il est venu en invité aussi. Karim Daher, c'est un très proche. À l'époque, on faisait des trucs ici, voilà, ils sont venus. Donc ça donne une idée. Simplement, je voudrais revenir là-dessus par rapport à vous, parce que c'est vous le plus important là. Ces problématiques-là, parce que ce n'est pas des problématiques anecdotiques, c'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes jeune quand même, quand cette histoire de Capa, vous êtes jeuneau quand vous découvrez tout ça. Donc il y a quand même un questionnement sur la place du réel. Hors champ, vous nous avez évoqué par exemple les problématiques de l'intelligence artificielle qui sont aussi une question sur le vrai et le faux, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un simulacre, qu'est-ce que c'est qu'une réalité. Donc j'aimerais bien qu'on aille sur ça à partir de votre film. Peut-être on glisse, c'est-à-dire vous avez fait un parcours, vous arrivez en Libye. Ce que j'aimerais savoir, dans quel état d'esprit vous partez en Libye, c'est pas la question télévisuelle. Hein. Oui. Dans quel état d'esprit, c'est-à-dire qu'est-ce que mentalement vous avez en tête, quel système de réflexion vous avez, sur quoi ça repose. Vous avez évoqué tout à l'heure le goût de l'aventure, comme des gens comme Gilles, hein, c'était pareil, ce goût de l'aventure c'est indéniable, mais qu'est-ce qui vous amène? Vous avez évoqué aussi des endroits, des zones on va dire difficiles, des zones troubles, beaucoup d'endroits de religion musulmane ou apparentée, etc. Donc des zones complexes. Bien sûr. Qu'est-ce qui vous amène vers ces zones-là? C'est-à-dire les motivations qui vous amènent à entreprendre, même si vous ne savez pas que ça va durer 8 ou 9 mois et que vous risquez de mourir, parce qu'effectivement, plusieurs fois dans le film, on sent que vous risquez de mourir. Qu'est-ce qui vous amène sur ça? C'est un critère de vous intéresser à un conflit historique particulier? Ou j'aimerais bien comprendre ça. En fait, je ne peux pas trop vous répondre, hein, bizarrement. Non, mais très sincèrement, parce que d'abord, je me méfie des justifications qu'on donne. Ce que je veux dire, c'est que dans ce métier-là, on a des justifications toutes prêtes. C'est-à-dire, voilà, je suis parti pour témoigner, il y avait un drame, je voulais ceci, cela. Je pense que le moteur, il n'est pas de cette nature-là. Donc, il y avait dans cette situation particulière. Pas bien dans ce sens, hein. Non, mais absolument pas. Je me méfie énormément et je suis même presque enragé par rapport à ça aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas partir avec parfois des idées bien pensantes ou des bonnes idées, mais je me méfie de la récupération, de la construction d'un discours qui légitime en fait. Alors que par définition, c'est des situations qui sont très troubles et que je crois que ce qu'on peut y apprendre, il ne faut pas y aller avec la bien-pensance pour apprendre au maximum de ce qu'on peut tirer de ces situations-là. Parce que les situations de guerre, enfin de révolution, d'insurrection, c'est des situations énormes. C'est comme une sorte de tempête un peu humaine. Et vous êtes rien par rapport à ça. Et vous allez faire quoi? Vous allez expliquer au monde ce qui se passe avec votre intelligence, avec votre culture, etc. En une semaine de temps, vous allez faire des reportages qui vont vous expliquer l'histoire de la Libye. Enfin, il faut être assez sérieux. Donc ça vous dépasse, ça vous écrase complètement. Donc, en revanche, à titre personnel, c'est des sortes d'intuition, c'est plutôt intuitif en fait. C'est-à-dire que là, je me dis, autant il y a des événements qui ne m'intéressent pas trop, qui peuvent être importants, mais qui, voilà, je me dis, je sais pas, je suis moins attiré. La guerre d'Irak m'a pas beaucoup attiré par exemple. Je suis pas, la guerre d'Irak 2003, je parle.
Celle de 2003. Je parle de 2003. J'étais après l'Afghanistan, là j'étais saturé, j'étais plongé dans mes recherches, j'étais saturé de tous ces trucs de médias. J'étais pas attiré par cette guerre-là. L'Afghanistan, oui, mais l'Irak, non, pas du tout. Et là, la Libye, il y a quand même. Après, ce que c'est passé vraiment, etc., c'est encore une autre question, mais en tout cas, dans la perception, il y a quand même cette jeunesse d'abord. On sent qu'il y a Tunisie d'abord, Égypte, il y a une sorte de jeunesse comme ça, comme une source qui jaillit, quoi. Et ça, pour moi, ça fait tout de suite, ça vibre. Je me dis, là, il y a un truc, il faut aller voir ce qui se passe. Je peux être utile à quelque chose, à ma façon, quoi. Il faut que j'aille voir, et puis ça faisait écho à l'histoire personnelle, ça m'a rappelé la Roumanie, même si c'est pas les mêmes situations. Je me dis, j'ai envie absolument de savoir ce qui se passe là, parce qu'on sent bien que dans ce monde arabo-musulman au sens large, il y a des phénomènes qui ne se sont pas encore produits. Il y a une sorte de par rapport au monde comme ça, qui va vite, la technologie, tout ce qu'on veut, c'est des mondes, je dis pas ça de façon péjorative, mais c'est parfois assez archaïque dans la structure. La structure est assez archaïque, et donc le monde est en tension, et on sent bien qu'à un moment donné, ça va basculer d'une certaine façon, d'une façon ou d'une autre. Ça peut se faire de façon ultra-violente ou pas, mais on sent qu'il y a une sorte de quelque chose à rattraper dans ces sociétés-là. Et là, je me dis, c'est peut-être un peu comme le bloc de l'Est à l'époque. Vous avez l'Union soviétique pendant 70 ans, la chape de plomb, le truc, et puis à un moment donné, ça se fissure. On ne sait pas quand, mais ça peut à un moment donné se fissurer, et voilà, ça emporte. Le torrent de l'histoire reprend ses droits quelque part. Et là, c'était un petit peu ça que je sentais. Je me disais, il y a quelque chose avec ces technologies Internet déjà à l'époque, les réseaux sociaux, déjà ça apparaît, Facebook. On sent bien que Kadhafi, je dis, mais comment est-ce qu'un régime comme ça il peut encore tenir en place si cette jeunesse s'empare de ces outils? Sachant qu'en plus, à titre personnel, dans ces réflexions dont on parlait tout à l'heure, CAPA, etc., ça m'a évidemment traîné au-delà de ça. L'information était la base de mes réflexions, mais on ne peut pas comprendre le phénomène de l'information si on ne va pas ailleurs, si on ne va pas dans la religion, si on ne va pas dans le reste, comment est-ce qu'on a construit le christianisme, comment ça. Et donc je m'étais beaucoup questionné sur l'impact de la technologie, parce que ça passe toujours par la technologie, sur le discours. Et comme je travaille seul, totalement, enfin dans ma présentation je ne l'ai pas dit, mais ma particularité c'est d'être quelqu'un qui travaille toujours seul, c'est-à-dire que aussi bien sur le terrain qu'après je monte les films. Pareil, vous montez non, je monte tout seul. Les photographes sur les sous-titres, s'il y en a, c'est moi. Voilà, je fais tout sur les films de A à Z, vraiment. Et donc, quand vous avez cette approche-là, vous êtes en contact avec l'outil lui-même qui fabrique le discours. C'est pas juste. Vous voyez ce que parce que c'est une écriture, le montage. Voilà, c'est une écriture. Et donc les technologies digitales, tous ces trucs-là qui apparaissent à la fin des années 90, dont je m'en pars tout de suite, elles se perpétuent, elles s'enrichissent du net, des YouTube, des réseaux sociaux. Et dans mes recherches sur les enjeux de vérité, je me dis déjà dans les années 2002 très tôt, vers 2002, je me dis on va avoir un problème avec la vérité. Vraiment, collectivement. D'accord ? Parce que l'outil va effondrer quelque chose. Oui. Ça ne peut pas tenir comme c'est là. Il va y avoir, moi j'appelais ça un crack du vrai à l'époque. Le crack du vrai, j'appelle ça. J'ai écrit là-dessus. C'est pas publié, mais j'ai écrit là-dessus. J'en parle autour de moi. Pourriez-nous l'envoyer c'est un illuminé. L'envoyer, je sais pas, mais bon. Non, pour qu'on puisse le lire, oui, non, mais ça intéresse pour ça. Et du coup, je suis pas surpris de ce qui se passe dans ces révolutions arabes, parce que quelque part, je me dis, il va y avoir un truc comme ça, il va y avoir une espèce de symétrisation dans le rapport au discours, etc. Donc ça va bouleverser les structures hiérarchiques, les structures pyramidales, y compris dans les démocraties d'ailleurs. Et donc, quand les révolutions arabes démarrent, j'ai l'impression d'assister à. Juste, je vous coupe pas, parce que je sais que vous avez. Mais un point qui est quand même notable, ce que vous avez dit, c'est que ce qui va se passer en Irak ne vous intéresse pas. Or, ce qui se passe en Irak, par rapport à tout ce que vous venez de dire, est déterminant sur le vrai et le faux. C'est-à-dire, on cherche de faux arbres de destruction massive, donc on fabrique délibérément tout le prototype de construction d'une guerre, c'est-à-dire on met en place, ce que j'ai théorisé moi, c'est on met en place un dispositif chaotique dont on pense qu'on va le maîtriser. En fait, on sait très bien que, comme en Libye, la France, ou en Irak, le dispositif chaotique mis en place est absolument incontrôlable. Donc, est-ce que vous avez déjà est-ce que c'est inconscient de ne pas aller en Irak? Non, il y a un rapport avec ça. C'est-à-dire que ce conflit-là, il sentait pas bon quelque part, dès le départ. Voilà. Il y a cette histoire faut voir un petit peu avant. Un an et demi avant, c'est l'Afghanistan. Donc déjà, l'Afghanistan, en revanche, impliqué personnellement, je vois la situation passer de l'ombre à la lumière. Je suis un petit peu témoin de ça comme d'autres, hein, mais en tout cas, c'est aussi une histoire personnelle d'Afghanistan, c'est une partie de ma vie. Et donc j'ai été, vous vous dites c'est absurde, on le sait déjà tout ça, mais à un moment donné,
j'avais besoin de faire un point. Je me dis, c'est pas possible de continuer à faire un truc comme ça derrière. À quoi ça sert? Ça rime à quoi, de rentrer dans ce truc-là? Donc, un an après, ça y est, c'est l'Irak. On accuse Saddam d'être derrière le terrorisme international, le truc. Enfin, on voit bien qu'il y a un truc qui est fabriqué. Et voilà, j'avais pas envie de m'embarquer là-dedans. Ou alors, il aurait fallu peut-être il lui fallu que j'ai fait un point avant, je peux pas dire exactement, mais j'avais pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie de me charger de ça sans avoir fait le travail personnel déjà de réflexion sur ce qui est le processus en cours, quoi. Donc, voilà. Et l'absence d'image aussi. Il y avait aussi, absolument. Ah, ça, c'est absolument phénoménal. Et puis c'est des conflits aussi. Alors après, ce sont des types de conflits. Avant même que le conflit démarre, je pouvais très bien aller en Irak avant, parce qu'on savait que ça allait arriver. On avait le temps d'aller même à Bagdad, etc. C'est des conflits qui coûtent très cher pour un réalisateur, parce que vous avez des conflits pas chers, vous avez des conflits très chers. Il y a des conflits où il vous faut un hôtel absolument, vous ne pouvez pas travailler sans avoir un chauffeur, vous ne pouvez pas travailler sans avoir ceci ou cela. Et l'Irak, comme c'était très contrôlé, c'était ça. Et donc pour les gens comme moi, c'est un problème, c'est rédhibitoire presque. On peut pas comment dire, je peux pas travailler, voilà, ça coûte $1 000, $2 000, 1500 $, la journée facilement quand on rentre là-dedans, donc c'est pas possible. Bon voilà. Ça, c'était pas mon conflit. En revanche, révolution arabe, quand c'est le vrai bazar, c'est-à-dire qu'il y a un État qui est désintégré, des frontières qui sont prises, etc., de la jeunesse, tout ça, je me dis, ça c'est mon élément, ça me correspond, là j'ai envie d'aller voir. Et puis, entre-temps, j'avais fait toute la réflexion, quoi. Depuis 10 ans, j'étais déjà dans la réflexion sur ce qui arrivait derrière, les enjeux de ces outils, l'impact que ça va produire sur les sociétés, etc. Donc c'était naturel, pour moi c'était juste presque la vérification de ce que j'aimais intellectuel, un petit peu quelque part. Et donc voilà, à ce moment-là, j'y vais, je me jette dans la situation, tout simplement. C'est la curiosité, autre chose, la réflexion, vous appelez ça comme vous voulez. Et pourquoi la ville en particulier? Pourquoi la ville en particulier? Zintan? Ouais. Mais j'ai pas choisi d'aller à Zintan. Ah non, mais franchement, ça se passe pas du tout. Je suis pas à Paris en me disant. Non, parce qu'on a le truc complètement célèbre au même moment. Non. Et c'est pas là. Il y a Benghazi. On dit dès le départ du documentaire, il y avait Benghazi. Bah moi je suis allé à Zintan. Voilà. Ça m'intéresse parce que. Non, mais parce que c'est comme dans la vie, quoi. Les choses parfois elles se font pas, c'est pas linéaire, c'est pas forcément, c'est pas plus B égale C, c'est pas comme ça que ça se passe. Et en plus dans ma façon de mon approche, j'ai toujours une grande part au hasard. C'est volontaire, quoi. Au départ, c'est peut-être une sorte de contrainte parce qu'on a peu de moyens, donc il y a une part de hasard accrue. Mais en fait, c'est volontaire. C'est-à-dire que j'aime bien me mettre dans la situation de l'imprévu, de faire ce pari-là, de jeter l'idée comme ça, quoi. Donc, au moment où ça démarre, ces histoires en Libye, à Paris, voilà, je me dis là, je vais y aller, je vais partir. J'étais en montage d'un autre film, donc j'étais pas allé en Égypte, mais je voyais les situations comme ça se dérouler entre la Tunisie, l'Égypte. Je me dis, c'est pas possible, je peux pas rester à Paris, faire un film comme ça, il faut que je parte là-bas. Et donc sur la carte, il suffit de regarder la carte. Sur la carte, vous avez Benghazi, c'est complètement à l'est. La frontière a été prise, la presse est à Benghazi, mais c'est très loin pour y accéder. Il faut passer par le Caire, après prendre une voiture. Et le Caire, Benghazi, Tripoli, c'est des 1000 km, quoi. C'est peut-être 2000, je sais plus combien. C'est très, très, très long. Et puis de l'autre côté, vous avez la frontière tunisienne, et la frontière tunisienne, elle est à 200 km, quelque chose comme ça, de Tripoli. Donc je me suis dit, si jamais le régime s'effondre, finalement je serai plus rapidement à Tripoli par la frontière tunisienne que d'être dans la côte, là, en venant du Caire, etc. Donc j'hésitais, en même temps l'Égypte, ça m'intéressait de passer par l'Égypte, je savais pas trop. Et puis là, j'appelle 2-3 copains, j'avais un copain qui était un peu à la frontière tunisienne, il y avait un petit groupe qui était parti là-bas, ils n'étaient pas très nombreux. Et il me dit, voilà, la frontière est bloquée. Là, c'était tenu toujours par les forces de Kadhafi. Mais je me dis, bon, allez, je tente le coup. Je me dis, c'est plus intéressant pour moi, parce que si jamais ça tombe là, il y a moins de monde, et puis il n'y aura pas toute la presse. Voilà. Donc je tente cette frontière-là. Mais cette frontière était fermée. Donc au bout de 3-4 jours d'attente comme ça, avec ce petit groupe de presse-là, on comprend que ça va pas tomber, parce qu'en fait, le régime de Kadhafi ne tombe pas tout de suite. On comprend qu'ils tiennent quand même, ça tombe pas. Donc à ce moment-là, la presse s'en va. Et moi je reste et je me dis non, moi ça m'intéresse d'être là parce que entre-temps j'avais compris qu'il y avait une autre frontière plus au sud, il y avait un point de passage frontière plus au sud dans une zone un peu de désert. Donc autant la frontière près de la Méditerranée elle était tenue, c'est la frontière principale, mais peut-être que c'était une zone de contrebande. Après on discute, on apprend que c'est une zone de contrebande, qu'il y a des gens qui passent, que ci, que ça. Et donc je tente le coup par là en fait. Donc je rentre par cette frontière-là, qui est encore aux mains des kadhafistes. Mais je ne connais pas Zintan, je n'ai même pas entendu parler de cette ville. C'est ça. Zéro. J'en entends parler de l'autre côté de la frontière. J'arrive d'abord dans une ville qui s'appelle Nalout, c'est une ville berbère. Et à Nalout,
c'était assez mouvementé, il y a des rumeurs, il y a une colonne il y a un petit groupe, malgré tout, de journalistes qui passent aussi là, parce qu'ils avaient appris qu'il y avait 2-3 journalistes qui essayaient de passer par cette frontière, donc il y a quand même des gens qui essaient de passer. Ben, donc il y a un petit groupe qui est passé juste en même temps, ou juste après, ou en même temps à peu près que mon passage. Et cette ville a été... elle n'a pas été attaquée, mais il y avait des rumeurs qui disaient elle va se faire attaquer, il y a une colonne, il y a 40 pick-up qui arrivent, ils ont appris qu'il y avait des étrangers, ils viennent vers la ville, et tout après c'est parti. En 10 minutes, ils ont sauté dans les pick-up, ils sont repartis, ils ont passé la frontière. Et en fait, je suis resté, bon, avec il y avait 3 Anglais et puis un Français. Et à ce moment-là, en restant la ville n'a pas été attaquée finalement, mais on entend parler d'une autre ville qui s'appelle Zintan. On essaie de voir sur la carte jusqu'où on peut aller, quoi. Et donc, moi j'entends parler de ça, je dis voilà, j'ai envie d'aller voir cette ville, c'était à peu près à 180-200 km de la frontière. Donc après, on s'est enfoncé en direction de cette ville-là. Alors on traverse des zones qui sont kadhafistes, il y a des drapeaux verts dans la ville, après c'est des villages un peu rebelles, après c'est tout ça, c'est un imbroglio. Un patchwork un petit peu, et on arrive c'est une sorte de zone de Djebel comme ça, c'est au port du Sahara, et on arrive à Zintan. Et là, vous avez l'absurdité du métier parfois, c'est-à-dire que ces groupes de journalistes, ils faisaient vraiment du news, quoi. Ils travaillaient pour Channel 4 ou Sky, je sais plus Sky. Donc ils arrivent là, eux ils voulaient dire on arrive à Zintan, on est à Zintan. Donc ils arrivent à Zintan, ils passent l'après-midi, puis ils repartent. Voilà. J'ai vu Zintan. Voilà, c'est ça, ils ont fait leur. Pas terrible. Ils ont fait leurs images quelque part, leurs images sont partis. Et moi, Zintan, je me dis, mais cette ville, il y a un truc particulier dans cette ville. Je trouvais que la population, il y avait un truc dans l'air là. Autant Nalout, il y avait beaucoup de monde, mais non, les autres villages non plus. Mais Zintan, je me dis, il y a un truc, ils ont un truc particulier ces gens de Zintan. Je dis, je m'installe ici, quoi. Parce qu'ils voulaient pas qu'on reste. En plus, ils voulaient qu'on reste dans la ville d'avant. Donc finalement, j'amène toutes mes affaires là, et puis je reste à Zintan. Donc les Anglais sont repartis, et puis à ce moment, je me suis retrouvé tout seul à Zintan, quoi. Et c'est comme ça que l'histoire démarre. Et en fait. C'est là où il y a un coup de hasard, un coup de chance, c'est qu'en fait, Zintan dont on ne parlait pas, parce qu'on parlait effectivement de Benghazi, de Tripoli, puis après Misrata, qui était une ville, un port, enfin une ville portuaire, qui était aussi une ville rebelle importante. Mais Zintan, on en parlait très peu, parce qu'en fait, il n'y avait pas de presse, donc quand il n'y avait pas de presse, on n'en parle pas. Et puis voilà, ça disparaît un petit peu d'histoire, et du coup, je me retrouve, moi, avec une espèce de situation très privilégiée pour mon métier, parce que j'avais pas de... Je pouvais filmer partout, j'avais pas un journaliste dans le champ, quoi. Je risquais pas d'avoir un photographe ou un caméraman en faisant un panneau ou je ne sais quoi. Je pouvais tout filmer, j'étais tout seul et ça correspond vraiment à ma façon de faire, quoi. Après, il suffisait de se faire accepter par la population, d'être intégré dans les familles, dont j'habitais dans les familles. Ça vous dites, il y a un moment du film où, avant, vous étiez toléré, et puis la seconde, après la bataille, vous dites, je suis quasiment Zintan, quoi. C'est-à-dire que les gens sont méfiants, parce qu'ils voient ce Français, ce encore jeune Français, qui est tout seul, qui n'a pas de traducteur, qui n'a pas de voiture, qui n'est pas donc le journaliste avec toute son équipe, ils ne comprennent pas trop, ils disent c'est pareil, même si j'ai une caméra, je parle pas arabe, est-ce que c'est pas un espion, est-ce que c'est pas un agent des Français, est-ce que c'est pas ci, est-ce que c'est pas ça, donc il y a une grande méfiance. En plus à la ville on ne sait pas trop qui est encore avec Kadhafi, pas Kadhafi, c'est pas clair au départ. Donc il y a une méfiance à mon égard, mais qui est, comme je disais tout à l'heure, être curieux, c'est suspect dans notre monde, d'accord ? Et aujourd'hui, je dirais, enfin, c'est pas, je m'écarte un peu du sujet, mais être un peu marginal, c'est devenir suspect aussi. Ah, vous n'avez pas de compte Facebook, c'est bizarre, vous êtes quelques-uns comme ça, etc. Mais... Donc, on va dire que dans un autre registre, être curieux simplement d'une situation, c'est être suspect, d'accord ? Pourquoi vous êtes là, quoi ? On dérange à la norme. Voilà, pourquoi vous risquez votre vie ? On ne comprend pas qu'on puisse prendre des risques par curiosité, on prend pas. Enfin, pour moi, c'est assez mystérieux tout ça, mais voilà, il y a des personnes qui raisonnent comme ça. Donc, même tout le long du film, hein, parce que le petit dialogue sur. Mais alors pourquoi tu risques ta vie alors que tu crois. Tu crois pas en Dieu. Toi, vous voulez répondre, moi je ne crois pas en Dieu, mais je crois à certaines choses qui justifient peut-être ma présence. Et l'autre, ça lui est totalement incompréhensible. C'est-à-dire que mourir pour Allah, tu prends des risques et tu risques de mourir pour Allah. Oui, c'est dangereux, mais en fond, on sait pourquoi tu meurs et puis tu gagnes le paradis. Mais toi, tu crois pas, il va t'arriver quoi, toi ? Moi, je meurs, il m'arrive rien. Il y a le moment où vous dites démocratie, ils vous répondent à la Wakbar. C'est un petit quiproquo qui est finalement assez. C'est très bon dans la narration filmique. Assez important dans l'histoire globale de ce qui s'est passé. On va pas dévoiler tout le film, non, mais il y aller progressivement, mais c'est tout à fait ça. Donc il y a une espèce effectivement de départ de travail d'approche. C'est un peu comme une mariée ou un travail de séduction, mais vous parlez pas la langue, quoi. Donc chacun projette sur l'autre quelque chose, il fantasme un petit peu.
Bon. Et puis, il vient un moment où cette période de suspicion disparaît parce qu'il y a une attaque sur la ville. Et donc, à ce moment-là, forcément, l'attaque va fédérer. On se retrouve tous embarqués dans la même histoire. Et comme je décide de rester avec eux, d'abord, ils me demandent de quitter la ville parce qu'ils me disent, voilà, il y a 3 armées qui arrivent, on ne peut pas s'occuper de toi, t'as pas de voiture, t'as pas de... il faut que tu ailles dans la ville d'avant, etc. Et donc, je suis assez frustré de tout ça. Et finalement, je reviens, je pose mes sacs, je cache une partie de mes sacs parce que j'avais déjà filmé, je voulais pas me faire prendre avec mes sacs. Et puis je trouve une voiture et je reviens, voilà, et à partir de là, je reste avec eux. Et donc, à partir de ce moment-là, je deviens comme un frère d'armes un petit peu. Et donc ils m'adoptent. Et à ce moment-là, le rapport s'inverse, ou se transforme, c'est-à-dire que la méfiance, il y a toujours des gens qui étaient un peu méfiants, ou certaines choses, est-ce qu'il peut filmer à l'hôpital, la mort, le truc, mais quand même, les personnes étaient plutôt en train de dire, bon, il est où, je pensais, là, il se passe un truc, ah oui, il est là, c'est bien, il filme. Ils avaient l'impression que j'allais écrire leur histoire, à partir du moment où j'étais là, ça y est, il est là, il filme, ils étaient sécurisés, parce que personne filmait, en fait, à part des téléphones qui n'étaient pas encore HD, vraiment, en plus, à l'époque, pas haute définition. Après, quand vous disiez, parce que ça aussi c'est intéressant, on va dire c'est ce qu'on va appeler les printemps arabes, c'est-à-dire ça va se développer en tant que printemps arabe, etc. Donc il y a une jeunesse, une effervescence, l'impossibilité de continuer à vivre dans ces conditions-là. Donc à ce bouillonnement, vous y allez. Par contre, ce qui est notable dans le film, c'est celui qui pourrait être symptomatique de cette jeunesse effervescente, c'est-à-dire qui a dépassé un peu la contradiction de la religion, de la modernité, etc. Il n'y en a qu'un seul, c'est tout d'un coup une petite figure je suppose qu'il est étudiant, il se dit journaliste, et tout d'un coup il prend un peu la parole. Hein, c'est la seule figure que l'on voit réellement, et qui est très belle d'ailleurs, parce qu'il y a une fragilité qu'on ne sent pas chez les autres. C'est le jeune homme qui porte de la liberté, ça, vous voulez dire? Oui, c'est une interview qui est assez courte. C'est plus long que... Oui. Mais il y a quelque chose qui se passe, il y a de la même façon que... C'est le seul qui ne dise pas à la Wagner systématiquement. Ah non, mais même pas. Il y a un intellectuel aussi. Il y a une très jolie scène d'une bibliothèque où on ouvre les livres, elle est surélevée. Et scène magnifique où il y a une lecture de Sartre, etc., qui est vraiment magnifique. Et après, il démarre avec ça et vous continuez le texte. Et ça c'est très très beau. Hasard pareil, c'est-à-dire que j'arrive à Zintan, c'est improbable. C'est improbable, je rencontre un homme assez âgé qui parle un petit peu l'anglais, il bride d'anglais, et je comprends il me dit la culture française, il est amoureux de la culture française, Victor Hugo, il me donne des noms comme ça. Donc je le croise comme ça, et puis je me dis, bon, cet homme-là, il faut que j'aille chez lui. Bon, j'aurais pu me contenter de le croiser, mais pareil, on se dit, il faut suivre quelque chose, il faut remonter le fil. Donc je vais chez lui. Et là, d'abord, dans le salon, je vois qu'il y a la Joconde au mur. C'est totalement improbable. Et après, il m'amène dans sa bibliothèque. Alors, c'est une sorte de niche, comme ça. C'est encastré dans le mur. Et là, 93. Et là, il me sort d'abord 93, Victor Hugo. Alors, j'ai pas tout gardé, mais il me lit un passage, une discussion entre Danton et Robespierre dans une auberge, etc. Bon, c'est quand même extraordinaire. Et après, il me dit, alors ça, j'aime beaucoup. Alors, c'est Camus. Et après, il me sort Sartre. Et Sartre, moi j'ai pas forcément lu, j'ai pas lu en tout cas ça. Sartre, je suis pas un fan de Sartre en tant que tel, évidemment. C'est pas le plus drôle non plus. Non, et c'est cet homme-là qui m'amène Sartre. Et en fait, il m'amène un extrait d'un texte de Sartre que quand il me le lit, je sais pas exactement quel est ce texte, parce qu'il m'explique un peu en anglais, mais bon, je sais pas trop, il me dit ça parle de la liberté, l'occupation allemande, mais je vois pas trop de quoi parle ce texte. Et là après, en cherchant, moi, je dis quel est ce texte? Je me rends compte que c'est extraordinaire parce que même si c'est pas les mêmes situations, voilà, c'est un texte finalement sur la liberté, sur le paradoxe de la liberté. C'est-à-dire que Sartre va dire, en gros, le texte démarre en disant jamais nous n'avons été si libres que sous l'occupation allemande. Donc évidemment, ça interpelle pourquoi. On a droit à rien, etc. Voilà, on a droit à rien. Chaque parole elle pouvait nous condamner à mort, etc. Mais en gros, il va dire, c'est au moment où on est confronté facilement face à un enjeu vital, où donc on engage son être sur sa vie, qu'en fait on touche l'essence de la liberté. C'est-à-dire que si là, je pourrais ne pas le faire, je pourrais fuir, me cacher, etc. Mais si je le fais, c'est que c'est un acte de pure liberté, parce que je décide de le faire malgré tout, quelque part. Donc on est au maximum, c'est vrai que j'avais les poumons remplis au maximum. Hier, on a eu le même cas de figure avec Lech Kowalski, qui parlait de sa mère, qui disait qu'elle n'était jamais aussi libre que quand elle était au goulag. Ouais, alors, ça n'engage que lui, j'appelle... Non mais... que sa mère, parce qu'il n'y était pas. Mais c'est quelque chose qui est essentiel à mon avis, c'est-à-dire que... Et là, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le côté discours bien pensant, etc., pose problème, parce que dans des situations comme ça, vous êtes pétri de paradoxes. Et en fait, moi, le texte de Sartre, après, quand je l'ai lu en français,
il faisait écho à ma propre démarche. Parce qu'en fait, je suis sartrien quelque part de ce côté-là. J'entends, pas du point de vue idéologique, mais c'est-à-dire que... Voilà, c'est-à-dire que finalement, je dirais que d'autres, tous ces gens qui font ce métier comme ça, ils vont se mettre dans les situations... après, on peut dire c'est illusoire, ou chercher je sais pas quoi, peu importe. En tout cas, on a un ressenti qui fait qu'on a l'impression qu'à un moment, on respire à plein poumon de quelque chose, et que ces enjeux de vie et de mort décuplent quelque chose, et qu'au fond, on a notre liberté qui se décuple aussi. Lorsque je suis en Libye, chaque seconde qui passe, c'est une seconde de liberté pour moi, parce que je pourrais fuir, rentrer chez moi, et puis terminer. Donc je suis toujours dans ma propre histoire que je choisis quelque part. J'en ai en tout cas l'impression. Et donc ça amplifie ce sentiment de liberté. Alors le paradoxe de ce truc-là, c'est que, comme le dit Sartre, en plus quand il y a un risque vital, alors là on sait, etc. Alors après la question c'est évidemment d'un point de vue éthique, mais alors vous allez souhaiter qu'il y ait la guerre pour être libre? Voilà, ça c'est la question un peu bête, je dis pas que je la souhaite, mais c'est un constat que je fais, d'accord? Il y a quelque chose d'émotionnel qui est décuplé, il y a quelque chose... Et donc il y a ce paradoxe sartrien qui m'est amené par cet homme-là. Et je me rends compte en plus que Sartre, il a fait une émission de radio où il lit ce texte. Donc il y a la voix de Sartre aussi qui existe, alors je récupère l'enregistrement audio, et après je me dis, bon... il faut que j'en fasse quelque chose dans le film, parce qu'il y a quelque chose là sur le... C'est assez étonnant, quoi. Donc après, effectivement, j'utilise à la fois ça, puis tu entends la voix de Sartre. Ça n'a pas été très bien compris dans les premières projections. Les gens, oui, pourquoi il insiste. C'est remarquable, parce qu'en plus, c'est deux bulles de respiration. Là, j'accorde beaucoup d'importance aussi à la scène de ce jeune homme, à cette fragilité-là qui s'oppose à l'hyper-virilité, sauf une seule scène du film où cette hyper-virilité est mise à mal, où tout d'un coup, de Allah Akbar, on a l'impression d'entendre maman. C'est-à-dire parce que là vous êtes menacé réellement là. Et donc là tout d'un coup à la Akbar ça devient maman. Mais ces deux, ce personnage fragile, etc., et cet intellectuel, c'est pas un intellectuel, mais il a sa bibliothèque, et d'une certaine façon il a une forme de résistance qui est absolument extraordinaire, parce que ce qu'il cite aussi est en complète contradiction avec le mouvement dans lequel vous vous trouvez. Non, il n'est pas en contradiction avec la révolte, ça non, il n'est pas en contradiction avec la lutte, non plus. Mais en même temps, on voit bien qu'il y a une dimension presque universelle, c'est-à-dire, c'est traduit en arabe. C'est en arabe. 93, c'est en arabe. Absolument, absolument. Puis Sartre en arabe aussi, Camus en arabe aussi, des textes fragiles. Ça, c'est absolument magnifique. Et donc, ça aussi, ce que j'aime beaucoup dans le film, il y a ces respirations, parce que le film est étouffant. Ah oui, bien sûr. Moi, je n'ose même pas imaginer ce que vous avez vécu, parce que c'est étouffant. C'est-à-dire, on a un sentiment d'oppression, et en plus, vous économisez pas le fait de dire celui-là, c'est un islamiste radical qui ensuite va se retourner contre la ville, etc. C'est-à-dire, toutes les contradictions, elles apparaissent au fur et à mesure du film. Et donc, tout d'un coup, ces deux respirations, on a l'impression que ces deux respirations, c'est presque... Enfin, j'exagère un peu, mais pour moi, c'est la motivation même de votre déplacement. C'est-à-dire que quand vous partez, c'est pour trouver peut-être ça. C'est-à-dire qu'avec cet homme-là, qui a ses livres sartriens, on a l'impression de se trouver, comme vous disiez, c'est universel. Il y a une forme d'universalité, puis une sorte de passerelle culturelle. Voilà. Une sorte d'humanisme classique. C'est un peu comme les animaux qui vont autour de la mare pour boire, là, et tout le monde sur le lion à côté de machin, ils vont tous... Il y a un petit moment comme ça. Mais... En même temps, on sent, par rapport au reste, au contexte du film, puis moi je le sens aussi, on se dit il va y avoir un problème à un moment donné, parce que ces petites respirations-là, ce jeune homme-là, dont vous parlez, qui parle de la liberté avec beaucoup d'émotions comme ça, très fragile, il ne peut pas tenir dans une société comme ça. Et puis il ne faut pas s'imaginer que la Libye, ça va basculer dans son monde à lui. Non. Ça, il y a aussi un grand malentendu qui a eu lieu dans ces pays, dans ces révolutions, que ce soit en Égypte ou ailleurs, c'est que vous avez des personnes qui ont crié à la liberté. On comprend, vous avez l'ennemi qui est là, le dictateur, Kadhafi, évidemment, il incarne tout ça, c'est facile. Mais une fois que vous le faites tomber, en fait, c'est toute votre structure sociale qui est comme ça. C'est pas juste Kadhafi, vous avez 150 000 Kadhafi derrière, des gens qui étaient révolutionnaires qui ensuite deviennent comme les Kadhafi, etc. Discours de la servitude volontaire. Si on en est là, c'est que vous lui prêtez main forte. Consciemment, indirectement. C'est pas simplement ça, c'est aussi tout l'archaïsme. C'est le soubassement social. La structure sociale fait que la structure sociale ne peut pas... Si cette structure est en place, elle ne peut pas permettre à des discours comme ça d'apparaître et de s'ancrer réellement. Exactement. Vous allez avoir des îlots de gens qui vont combattre. Et d'ailleurs, dans l'histoire de cette jeunesse, il y a également un petit jeune qu'on aperçoit dans le film, qui est dans cette même scène juste avant, encore plus jeune que celui dont vous parlez, qui dit moi j'ai créé le premier journal, je sais pas quoi. Alors lui, et ben après il était État islamique. Oui, c'est ça.
Alors c'est un jeune, alors lui il parlait anglais, super ouvert, tout ce qu'on veut, il avait écrit le premier journal de la liberté de parole, etc. Et j'apprends 4 ans après, qu'il il sympathie État islamique, il commence à faire des discours. Et là on est dans la problématique dure, réelle de ces pays-là. C'est-à-dire que les options dans la société libyenne, elles sont assez limitées quand vous avez un esprit qui essaie de s'ouvrir, parce que à un moment donné, vous vous heurtez à votre société, vous avez un socle culturel très, très contraignant, c'est tribal quelque part. Vous ne pouvez pas avoir la liberté de parole, c'est impossible, vous allez avoir sur certains trucs, mais dès que vous allez avoir dans des discussions un peu profondes, ça ne va pas être possible, donc du coup ça va pas aller très loin. Et puis cette jeunesse qui est une énergie, qui a besoin, qui est remplie d'hormones, tout ce qu'on veut, elle a besoin de s'exprimer, de vivre des trucs, et ben ils vont aller dans l'État islamique, ou dans pourquoi pas, parce qu'ils vont trouver quelque chose comme une sorte. Le paradoxe, par exemple, d'un truc comme ça, c'est que l'État islamique, attention à ce que je dis, je ne veux pas me faire mal comprendre, mais pour une certaine jeunesse, à un certain moment, peut représenter une forme de libération par rapport à une contrainte familiale ou autre. C'est-à-dire d'un coup, vous partez... C'est aussi un djihad planétaire, c'est-à-dire il n'y a plus de surface au sol. Exactement, donc c'est presque le paradoxe sartrien appliqué au djihad à l'islam, qui est certainement une forme de... Encore une fois, je défends pas ça, c'est pas ça que je dis, mais je veux dire l'impression subjective entre le jeune qui est dans son truc oppressé dans sa famille, il peut pas voir les filles dans son quartier, il est dans sa barre d'immeuble pourri à Paris ou je ne sais où, il se retrouve à un moment donné, il part là-bas, il se marie, il rencontre des tas de gens le soir, ils discutent, ils refont le monde, etc. Certainement qu'il sent un truc qui vibre en lui, quoi. Il a l'impression il se remplit de quelque chose. Voilà. C'est des paradoxes. Et après, cette dimension-là, elle est aussi tout à fait notable, c'est-à-dire... Ce qui fait l'écart, par exemple, avec ce qui s'est passé à l'Est, moi j'y étais dans ces périodes-là à l'Est, et ce qui s'est passé à l'Est, c'est quand on a la foule en révolte, il y a une présence de la femme. Dans le film, il y a 3 femmes. 3, je les ai comptées. À part les 2 infirmières occidentales, 3 femmes. Dans tous les mouvements dans la rue, etc. etc. C'est saisissant, ça. Parce que même en Algérie, dans la révolution algérienne, il y a des femmes. Les différentes premières révolutions, c'est-à-dire anticolonialistes, etc., il y a des femmes. Là, il n'y en a littéralement pas. On n'en voit qu'une à la fin qui se prosterne quasiment. Et donc c'est très très impressionnant, parce que là, ce que je veux simplement dire, c'est que la façon dont on pose le djihad, et même le Allah Akbar, c'est une pure virilité, c'est-à-dire c'est une pure virilité qui fait l'économie de tout le reste. Et donc toutes ces contradictions, c'est-à-dire après qu'on puisse faire obédience à l'État islamique, etc. Et on voit bien la fragilité des 2 seules figures. Il y en a peut-être une troisième qui est un peu plus, qui est dans l'entre-deux, c'est l'ancien pilote. Pilote. Moussa, oui. L'ancien pilote. Oui, l'ancien Moussa. Parce qu'il y a une humanité chez le type. D'ailleurs, c'est assez beau la scène où vous le faites parler. Il dit: je veux pas parler. Vous arrivez quand même à le faire parler. Je trouve le moment pour lui parler, faire l'interview, c'est dans une tranchée pourrie, sous les bombardements. C'est le moment où pour moi, je dis voilà, c'est maintenant qu'on va parler. Et il lâche le morceau. C'est là qu'il part. Donc il y a une certaine humanité qui n'existe pas vraiment beaucoup chez d'autres. C'est-à-dire il y a une sécheresse des comportements, etc. Alors, toutes ces contradictions-là, quand vous êtes 8 mois, c'est vachement long, 8 mois, parce qu'on ne se rend pas compte, comment vous ressentez? Vous le ressentez ou vous êtes dans le mouvement et c'est Non, je ressens les contradictions, bien sûr que je les ressens. Parce que vous êtes aussi connecté, attention, c'est important. Je suis connecté, mais pas tant que ça, parce que c'est dur de se connecter, il n'y a pas de... Mais pourquoi vous filmez le moment où vous êtes connecté? Ça m'intéresse aussi. Parce que ça me permet de raconter, de faire de la narration un petit peu quand j'appelle les médias. Oui. Parce que ça m'évite d'avoir de la voix off et que ça fait partie de l'histoire. C'est que moi-même, dans cette histoire-là, si vous voulez, quand vous êtes là-bas, vous voyez bien que cette technologie, les réseaux sociaux, vous avez ces journées citoyens, on parle de ces trucs-là. Et donc, moi, je suis un petit peu en relation, j'en vois quelques-uns, il y a une espèce de petit centre média comme ça qui est là. Et quelque part, je participe à ça. Est-ce que je collabore avec Al Jazeera, je donne un coup de main sur ceci, sur cela. Donc je me mets en scène parce que je me dis, voilà, finalement, c'est en train de basculer. C'est un dispositif que vous mettez en place. C'est un dispositif. Alors, rien ne m'oblige à me filmer à ce moment-là. Je me dis, ça va me permettre, moi, éventuellement d'utiliser au montage, on ne sait pas ce qu'on utilise. En tout cas, je vais éventuellement participer moi-même à ma façon à cette espèce de mouvement où chacun devient journaliste, se met un peu en scène quelque part.
Et d'autre part, ça me permet d'avoir une sorte de narration, parce que je peux donner des éléments de narration un peu sur le contexte, sans être dans la voix off, quoi, sans être dans le truc. Alors voilà, le jour machin, il m'est arrivé ça m'intéresse pas de faire ça. Là, on est en live, quoi, en direct, donc on revient un peu le truc. Voilà pourquoi j'utilise ça. Donc, comme de temps en temps, j'appelle l'AFP ou autre, je dis voilà, il se passe ça. Ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Alors, donc, on est un peu sur la fin de l'interview. Quand je dis un peu, c'est pas brutalisé, c'est le moment, de ne pas faire appel à l'urgence. Et on va passer de Tripoli, parce qu'on voulait pas vous rater là-dessus, un peu comme les policiers français, hein, finalement. De comment vous êtes allé sur des théâtres d'opérations militaires. Vous auriez pu, et en particulier dans Tripoli, on a vu que la version 3 heures, mais sur 6 heures, on aurait pleuré, on dit ça y est, il va se la prendre. Et finalement, vous n'êtes blessé qu'à Paris. Voilà. En filmant les gilets jaunes, et c'est pas les gilets jaunes et leur fameuse violence dénoncée par les médias mainstream qui vous met à mal. Alors, racontez-nous le petit robot. Des petits robots, gilets jaunes à la blessure. Enfin, bon, en 5 minutes, évidemment. Oui, je vais essayer. Ça, c'est évident. Alors, je reviens un tout petit peu à la Libye, parce que ça part de là. Ouais. Après la Révolution, j'habite en Libye quelques années. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire comme film derrière, sachant que c'est quand même un film qui va loin dans le registre de ce type de film. Et là, je me dis, bon, je lis pas mal de choses, et je lisais beaucoup de choses sur la science. Je suis très intéressé par la science depuis des années. Et je me dis, voilà, comme je travaille seul, je manipule les ordinateurs, j'assemble les trucs, je monte les trucs moi-même, etc. Je me dis, bon, l'intelligence artificielle, ces trucs, ça arrive, c'est mature, quoi. Je commence à lire des trucs assez terrifiants là-dessus, pas de la science-fiction, hein, de la science. Et donc, je me dis, c'est une révolution qui va être énorme. C'est une forme de révolution, c'est une forme de guerre aussi qui se profile, une forme de guerre de l'humain, de l'humain, voilà, de l'humain contre le post-humain ou contre le robot, ce qu'on veut. Et c'est plus dans le fantasme, c'est-à-dire que c'est déjà là, quoi. Et donc, mon prochain film, ça va être là-dessus. Et donc, quand je suis en Libye, alors je précise un tout petit truc dans les 5 minutes, c'est qu'il y a une coïncidence étonnante. La révolution libyenne, elle démarre, il y a 3 premiers jours clés. C'est le 15, et 16 et 17 février 2011. Elle s'appelle la révolution du 17, en fait, elle démarre le 15. En même temps, aux États-Unis, mais le 14, 15 et 16 février 2011 de la même année, vous avez un jeu télévisé qui s'appelle Jeopardy, qui est un jeu un peu une sorte de trivial poursuite ou je sais pas quoi, avec un peu de culture générale, etc. Et c'est en fait une intelligence artificielle, Watson, développée par IBM, qui remporte pendant 3 jours, qui écrase les champions humains, quoi. Sur ce jeu, c'est un jeu de langage, c'est pas des échecs, c'est pas ça, il faut parler, il faut reconnaître des mots, etc. Et moi, je note ce parallèle-là. Je me dis, c'est étonnant, pendant qu'il y a la révolution libyenne avec les armes, les trucs, vous avez un truc dans un jeu télévisé qui, au fond, est peut-être plus important en termes de bouleversement et d'impact mondial, planétaire, que cet événement libyen. Et donc, je me dis, voilà, le prochain film, ça sera sur cette histoire-là, là. L'intelligence artificielle, le Jeopardy, en partant de ça, quoi. Et donc, le fameux test de Turing, au passage, qui détecte si on est un humain ou un ordinateur. Alors, Turing, ce qu'il dit, en fait, c'est que très tôt, parce qu'en fait ça remonte aux années 50, tous ces trucs-là, juste après-guerre, vous avez les premiers ordinateurs qui apparaissent, et tout de suite la question se pose, est-ce que l'esprit est calculable, est-ce que finalement une machine très puissante, demain ou après-demain, est-ce qu'elle serait capable finalement d'avoir une intelligence comme l'intelligence humaine, une sorte de conscience, quoi. C'est une question qui taraude. Et Turing, il dit, c'est pas ça la question importante. Il dit en fait, la question qui est importante, c'est à partir du moment où vous êtes dupé. C'est pas de savoir tant si la machine est consciente ou pas, parce que d'un point de vue philosophique, on ne sait jamais si l'autre, même comprenne un autre être humain, est vraiment conscient. C'est étudié par les philosophes, ça, le paradoxe, ça. Je ne sais jamais trop ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Je lui prête une attention, mais je ne sais pas trop. Mais en fait, la machine, c'est pareil. Donc, ce que dit Turing, on ne saura jamais vraiment si la machine est consciente, mais à partir du moment où on arrive à un stade où on est dupé par une machine, on n'arrive plus à faire le distinguo entre est-ce que c'est une machine ou est-ce que c'est un être humain, c'est ça la clé, c'est ça le point de passage important. C'est ça le test de Turing. Aussi chez Kadik avec est-ce que les robots rêvent de moutons électriques, donc Blade Runner, avec le fameux test de Wolfgang. Oui, bah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a ce qui se passe en arrière-plan de ce mouvement d'intelligence artificielle, c'est qu'on est attaqué en fait sur notre être le plus profond. Et notamment sur la conscience, parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que la conscience, on a du mal à le définir, ça renvoie parfois à des concepts religieux, quand on ne sait pas le définir, on dit c'est Dieu qui amène l'étincelle, en fait on n'en sait rien, on ne sait pas trop comment ça se passe derrière. Alors, mais ce qu'on pressent, c'est que ces machines-là, si elles détiennent une capacité, même pas d'être conscientes, mais de faire croire qu'elles sont conscientes, ou de créer un attachement affectif, par exemple émotionnel, qui est un enjeu fondamental aussi, il va y avoir des problèmes très profonds.
parce qu'on va être entouré de simulacres et on va se projeter dessus, on va plus trop savoir, etc., etc. Parce que déjà, rien dans l'être humain ne permet de déterminer, contrairement à la peau et au système nerveux, rien ne permet de déterminer si ce qui nous entoure est vrai ou faux. C'est le rapport humain qui permet de déterminer. Je te vois, je te vois, je te vois. C'est le fait que vous soyez trois qui fait que je sais que je vous vois. Mais dans mon cerveau, rien ne le permet. Et donc le danger, il est aussi là, c'est ce que relevé, hein, c'est-à-dire la fonction des simulacres, on sait que ça opère sur ça. Ça opère sur cette incapacité qu'a le cerveau humain de déterminer si le réel existe. Par exemple, ou si ce que j'ai en face de moi est vraiment conscient, enfin ça rejoint cette question-là, c'est l'extension de cette question-là. Vous avez des tas d'enjeux extrêmement profonds là-dessus. Il y en a un autre, après je reviens un petit peu sur l'histoire, mais un autre, c'est un enjeu de mémoire. Alors, je vous dis ça parce que par expérience, comme j'ai un petit robot là, en fait dans l'histoire, donc Libye, prochain film Révolution de l'intelligence artificielle, que vais-je faire comme film? Alors, comme j'ai un parcours un peu spécial, j'avais pas envie de faire un film de science et de l'interview. Je me dis, je vais essayer de trouver un petit appareil humanoïde capable de parler, un petit agent conversationnel, et ce petit personnage, je vais l'emmener avec moi en zone de guerre. Je vais l'amener chez les barbus, les Allahu Akbar, les qui on veut, et je vais voir ce que ça provoque. Je veux télescoper ces mondes, quoi. Parce que de toute façon, le monde il est déjà dans le télescopage, mais là, il va y avoir un terrain qui va symboliser tout ça. Et donc, c'est ce que je tourne depuis 2 ans, ce qui m'amène après au gilet jaune. Et lorsque j'utilise ce robot-là, parce que maintenant je suis familier de cet appareil-là, ben, je détecte un certain nombre de choses que je n'avais pas forcément lues, ou je ne sais pas, ça avait glissé sur mon esprit. La mémoire. Vous avez une mémoire humaine qui n'est pas parfaite. Elle n'est jamais parfaite, la mémoire. Il y a des tas de travaux qui sont faits sur la mémoire, la façon dont on s'invente des souvenirs, dont on réécrit en permanence. D'accord ? On est toujours en train de se réinventer, en fait, au niveau de la mémoire. Que se passe-t-il lorsque tout ce que vous avez fait, une grande partie, reste intégralement tel que ça s'est passé quelque part, une sorte de mémoire parfaite de ce que vous avez fait, vous faites des gestes. Alors, vous avez des exemples, on en parle beaucoup en ce moment, des polémiques, Yann Moix, il a dit à tel moment, tel truc, et ça vous suit, et il y a des moments où cette mémoire vous rattrape, et vous n'avez pas envie de... Vous dites non, je ne veux même plus entendre parler, c'est pas moi. L'hypermnésie artificielle. Non, ce que je veux dire, c'est que l'être humain, je pense qu'il a besoin d'oublier son passé pour être. Le processus de l'être, c'est un processus d'effacement, de reconstruction permanente, d'accord ? Mais en même temps, on peut parfois, contre la volonté de l'être, lui rappeler quand même ce qu'il a fait avant. Tu étais un salopard à ce moment-là, et quand même tu es responsable, donc aujourd'hui tu dois le payer. Sûrement que c'est le cas, mais je pense que jusqu'à une certaine limite, peut-être. Mais si c'est intégral, ça devient vraiment une menace pour le fonctionnement même de notre esprit, en fait. Le droit à l'oubli sur Google. D'une certaine façon, ça pose un problème. Et lorsque vous avez un robot, comme j'utilise, et ben ce robot, déjà à son petit niveau, une conversation que j'ai avec lui il y a 6 mois, il y a 3 mois, il peut l'enregistrer intégralement et me la ressortir. Il peut me dire, bah t'as dit ça, et ça m'arrivait à un moment donné, je parlais à l'appareil, je faisais des enregistrements de voix avec lui, enfin je faisais des tests, et à un moment donné, je sais pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai dit, qui a déclenché ceci ou cela, et il m'a sorti un truc que j'avais dit à Mossoul, 1 mois avant. Et j'étais interloqué sur le moment, je suis resté un peu je rigolais, comme ça, mais pourquoi est-ce qu'il me sort ce truc-là? Mais en fait, à travers cet exemple anecdotique, il y a cet enjeu-là, c'est-à-dire que vous allez avoir une concurrence. L'être, il va vous concurrencer dans l'apparence de ceci ou de cela, l'émotion, la conscience, mais également, il va avoir une mémoire qui ne fonctionne pas comme la vôtre, qui va venir la concurrencer et qui peut vous menacer, en fait. Parce que moi, j'ai pas envie qu'on me raconte tout ce que je pensais, tout ce que j'ai dit il y a 6 mois, 2 ans, 3 ans, où j'étais peut-être pas fini en tant que tel, où j'ai besoin de me réinventer en permanence. Comme tout le monde, je veux dire, moi, c'est tout le monde à travers l'exemple. Donc vous avez un enjeu, c'est des enjeux qui sont extrêmement profonds, mais qu'on ne perçoit pas forcément dans l'appareil qu'on a chez soi. On ne s'imagine pas que finalement un appareil qui mémoriserait tout serait absolument inhumain à tous les niveaux. Ça serait terrible d'être dans une mémoire parfaite de tout ce qui s'est passé avant. On a besoin d'avoir un flou. Je peux vous assurer que si on avait la mémoire intégrale des événements du passé, que s'est-il vraiment passé à la source du christianisme ou de l'islam, mais tout le monde tomberait des nues. C'est-à-dire que le réel de notre construction sociale, à mon avis, n'a rien à voir avec ce qui s'est passé, si ce n'est le processus qui a conduit de là jusqu'à là, quoi. Le rapport, il est dans le processus qui finalement a dénaturé. Mais en aucun cas, ce qu'on s'imagine aujourd'hui, ou ce qu'on prend comme étant le christianisme, n'a quelque chose à voir avec s'il y avait un début de christianisme, des origines. Je pense que c'est des choses complètement différentes. Donc c'est un enjeu de mémoire. Si vous avez une mémoire parfaite, vous allez dire, bah non, moi j'ai cru que Jésus il avait dit ça, ou Mahomet avait dit ci, puis en fait il n'a jamais dit ça, et c'est quelqu'un d'autre qui a écrit 50 ans après. Le réveil du monstre, vous imaginez la déception extraordinaire vers laquelle on s'acheminerait. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Il n'y aurait plus de phénomène de cristallisation finalement.
D'une autre forme. Littérature. Non, d'une autre forme. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont manipuler les algorithmes, ils vont cristalliser autrement. Ils vont polariser. Et puis après, il y a toujours façon. C'est que le cerveau humain fonctionne comme une arborescence absolument incroyable. Si on déploie, je veux dire, il y a peut-être encore plus de structures à l'intérieur du cerveau humain qu'il n'y a d'étoiles de galaxies. Oui, ben ça c'est sûr. Donc, cette interconnexion absolument extraordinaire qui fait que la mémoire, elle n'est pas que de la mémoire, mais elle a un travail sur la mémoire, etc. Un 0 et un 1 dans sa combinatoire, il ne pourra jamais y accéder. Donc ça veut dire que ça sera même la pure réalité de cette mémoire ne sera jamais une mémoire qui travaille sur elle-même. Hein, c'est-à-dire, par exemple, le travail d'anamnèse, ce n'est pas le retour de ce qui s'est passé comme sujet qui s'est passé. C'est le retour de ce qui s'est passé comme sujet qui fait sens aujourd'hui. Hein, quand quelque chose du passé arrive, c'est pas pour dire que ce passé s'est passé tel quel, c'est pour dire qu'est-ce qui se passe dans le présent. Oui. Donc ce travail, une machine ne pourra pas le faire. Et donc le conflit, quand on substitue à ce travail de la mémoire chez l'être humain, on substitue des algorithmes qui fonctionnent toujours sur un système binaire, parce que les algorithmes, même si un jour on a des processeurs d'une autre nature, des processeurs quantiques, ils ne régleront pas ce problème, les processeurs quantiques. Ils augmenteront la capacité, mais certainement pas cette capacité-là. Donc ça, je suis assez d'accord sur ça. Alors, à partir de ce petit joujou-là... Oui, les gilets jaunes. Alors, parce que là, il y a un truc, je ne le vois pas, là. Oui. Après, c'est bon. Oui, alors bon, il y a un petit robot, donc. Je trouve un petit robot il y a 2 ans, un laboratoire en Asie, c'est pas en France. Me prête l'appareil, je vais les voir, et je leur dis, voilà, je veux faire un film, votre appareil-là, je veux l'amener à Mossoul. C'est mon film. Et puis bon, au bout d'un quart d'heure, le fondateur de ce labo-là, Adrian Shaw, qui est un métis chinois-grec, parce que dans l'intelligence artificielle, vous avez des gens d'horizons assez variés, me dit, très bien, c'est une super idée, on te le prête. Donc je pars avec ce prototype, et ce petit robot humanoïde qui m'accompagne, que je mets en scène sur des terrains un peu de guerre comme ça, avec lequel je vais dialoguer, je vais lui apprendre des trucs, il peut filmer, etc. Et le lien n'est pas évident, mais il se trouve qu'après un peu Irak, un peu Syrie, voilà, j'ai filmé dans ces endroits-là, je suis à Paris au montage un petit peu des images, et démarre le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, bon, je suis en montage, au départ, je vois pas trop le rapport, je fais pas trop attention, c'est un soulèvement, on sait pas trop, il y a des revendications, la taxe, ceci... Mais quand même, quand il y a des manifestations à Paris qui prennent un peu d'ampleur, je décide d'aller voir. Je vais aller voir donc assez tôt, au début du mouvement, je prends ma caméra, je vais voir. Et je prends quand même le robot avec moi en me disant, il y a un truc là, je sais pas, ce robot après tout, c'est un robot qui est mis en scène dans des terrains de lutte, des terrains de guerre, de dévastation, un petit peu à l'image de notre humanité. En fait, c'est un film, ce que je fais, je me sers d'un robot pour faire une sorte d'état des lieux. On en est où en fait? On est au seuil de quelque chose absolument bouleversant à tous les niveaux. Et le robot me permet, sur une forme naïve, de faire une sorte d'état des lieux en prenant en allant dans les territoires de l'absurdité la plus complète. Alors Mossoul, Raqqa, où plus personne ne comprend rien, y compris au premier rang les Syriens eux-mêmes ou les Irakiens eux-mêmes. Donc voilà, je reviens chargé de tout ça, j'ai des images, et je pars à ce moment-là en manifestation, et je me dis, bon, ce mouvement des Gilets jaunes, tel que je le perçois, c'est absolument inédit en France. J'ai filmé des manifestations, des trucs syndicats, des trucs comme ça, mais là, il y a quelque chose qui est d'une autre nature. Ça se sent dans l'air, ça évoque d'autres situations, ça m'évoque la Roumanie de l'époque, les types de... C'est pas du tout point par point en disant c'est le parallèle, Macron n'est pas de Ceausescu, évidemment c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que vous sentez un truc, un phénomène humain dans l'air. Et vous pensez qu'avec Madame Macron, ils termineront comme Ceausescu? Et j'ai ce petit robot avec moi, et donc à ce moment-là, je commence je le sors pas tout de suite parce qu'il est fragile, il faut le connecter, c'est pas simple, c'est un dispositif qui est pas simple à mettre en place. Mais quand même, j'ai fait quelques scènes avec, il apparaît dans l'image, je le filme un petit peu dans l'image, je vois ce que ça donne. Je lui mets un petit gilet jaune, parce que bon, après tout... donc je découpe un petit gilet, et donc je m'embarque, c'est intuitif, c'est pas, je me dis, je pense que ce petit robot-là, ce mouvement, ce que je perçois de ce truc, ce pays, la France, Paris, la ville de lumière, le côté touristique, nous on n'est pas des sauvages, on n'est pas comme la Syrie, on n'est pas comme l'Irak, on est des pays civilisés, on peut pas avoir ce genre de phénomène. Et là je trouve qu'il y a un truc je me dis, voilà, c'est... Je sais pas, ce film là, il va m'amener sur ce truc là, je sais pas ce qui va se passer, on va voir. Donc je m'embarque avec ce robot là, et je commence à filmer, personne ne comprend ce que je fais, sauf moi. Et si vous voulez, au cœur du mouvement des Gilets jaunes, parce que c'est quoi le rapport intelligence artificielle Gilets jaunes en dehors de ma propre trajectoire et de celle du robot? Vous avez des mouvements qui se structurent grâce aux outils. C'est un peu comme les jeunes de Facebook. Alors quand c'est des jeunes en Libye, c'est génial, c'est des citoyens, tout ce qu'on veut, ils ont Facebook, c'est génial. Quand c'est les Français de la France profonde, on ne sait pas trop ce qu'ils pensent.
c'est les fachos, c'est les antisémites, c'est les qui ont eux. C'est pas bien pour eux. Hein. Ils savent pas servir des outils, ils s'en servent mal, c'est pas bien. Donc, au cœur, quoi qu'il en soit, au cœur du mouvement des Gilets jaunes, enfin en tout cas dans la forme qu'on lui connaît, il y a les outils de Facebook, de Twitter, sans lesquels ce mouvement n'aurait pas pu se structurer. Oui. Vous ne prenez pas de rond-point si vous n'êtes pas capable de fixer un rendez-vous avec vos potes dans toute la région, dans le rond-point. En tout cas, ça demande plus de temps sans ces outils. Oui, mais voilà, la fluidité. Puis après, il y a le côté... En fait, les réseaux créent un théâtre. C'est un théâtre historique miniature. Et chacun peut se mettre en scène, en Facebook Live, machin truc. Les gens apparaissent ça, dans le champ de l'histoire. La scène de l'histoire se déplace. C'est plus celle qui est aux mains des quelques qui dirigent ou pas, ou de la presse officielle. Ça se décale. Et vous avez des tas de gens qui regardent d'ailleurs. Ils regardent même plus ce qui se passe là. Ça les intéresse plus. Et à la limite, ils les ridiculisent. Donc vous avez un enjeu de pouvoir, de contre-pouvoir extrêmement fort. Ça, c'est intrinsèque à l'outil. C'est pas le problème des Gilets jaunes, des Algériens, des Hongkongais, des Chinois. Ça n'a rien à voir. C'est l'outil lui-même. L'outil change la donne, comme le livre. Change la donne par rapport à l'oralité, par exemple. C'est le même, les processus voisins. Les processus voisins. La question, c'est quoi l'impact de ce truc-là? Bon, ben, l'un des impacts, ça, c'est des trucs que donc moi j'analysais à ma façon il y a longtemps, c'est qu'il y a une symétrisation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez des discours qui sont asymétriques dans une société. Vous avez des autorités, dans la famille c'est pareil. Il y a des gens qui ont plus de poids dans la parole que d'autres. Soit ils s'expriment mieux, soit ils ont un pouvoir qui est associé à la parole, donc ça aide. En tout cas, c'est assez asymétrique. C'est comme ça que vous forgez des collectivités qui prennent une forme différente de celle du voisin. Parce que sinon, il n'y a pas de raison d'être différent d'un Allemand ou d'un Chinois, au fond. On est tous des êtres humains. Donc, ce qui va faire ces différences, c'est finalement des discours, que ce soit par la langue, que ce soit par l'histoire, la façon dont on raconte l'histoire, des tas de choses, très diffuses, on n'en a pas forcément conscience, mais finalement, ça structure. Et ça repose sur une forme d'asymétrie, avec parfois des mythes. Parce qu'il y a des mythes partout, des mythes extrêmement puissants dans les sociétés qui structurent encore plus fort les sociétés. Donc ça, c'est finalement les sociétés telles qu'on les connaît finalement depuis qu'elles existent, y compris les nôtres. Oui. Regardez Capa. Capa, c'est un mythe. La photo de Capa, c'est un mythe la accéléré. Démocratie et le journalisme, c'est un mythe. Il y a beaucoup de mythes qui circulent, mais c'est très puissant. Après, on ne va pas aller sur pourquoi plus puissant. On peut débattre de ça aussi. Et là, vous avez des outils qui sont en train de changer cette donne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est plus... tel ou tel qui détient cette capacité, c'est n'importe qui peut y participer. La preuve, en ce moment, on est en direct. Par exemple, on est en direct, donc on n'a pas besoin de passer par la grande télé ou TF1 ou je ne sais quoi. Voilà. Et forcément, il y a un retour, il y a quelque chose, il va y avoir un retour de boomerang sur le pouvoir traditionnel, quel qu'il soit une dictature, une démocratie ou autre. Ce pouvoir-là, il va perdre la main sur quelque chose. Il a des outils qui lui échappent. Il va y avoir des paroles qui vont se libérer, qui vont le contredire, qui vont raconter des choses bien, des conneries, peu importe, des tas de contre-discours. Et donc ça change la donne quelque part. C'est ça qui se passe, les Gilets jaunes en arrière-plan. Au-delà de la revendication, c'est en fait un mouvement qui s'empare d'outils, qui devient une sorte de contre-pouvoir très éclaté, qui ne veut pas d'ailleurs avoir de hiérarchie traditionnelle, tout ça c'est intéressant, mais qui au fond repose sur ces outils qui eux-mêmes reposent sur l'intelligence artificielle au sens large, parce que Facebook c'est des algorithmes qui reposent sur l'intelligence artificielle, Facebook ou autre. Donc il y a au cœur du mouvement un enjeu d'intelligence artificielle fort. À l'insu même des personnes, ça n'apparaît pas dans les revendications, mais c'est fondamental. Or, c'est pas le seul aspect. Vous avez le pouvoir lui-même. Passé le premier choc, oui, qu'est-ce qui se passe là? Ils ont tout cassé, ils arrivent au port de l'Elysée. Bon, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ben, ils vont faire quoi? Ils vont s'emparer des outils. Hein, ils le font ils le faisaient déjà un petit peu, mais là ils vont dire maintenant, on a les coups des franches, on fait ce qu'on veut, on va s'emparer de ces outils, on va observer cette population. Alors les GPS. On va siphonner les téléphones, on va observer tout, on va cartographier. Oui, parce que la police a des siphonneurs de téléphones. Mais c'est même pas la police, c'est Facebook qui l'a déjà. Sauf que la police maintenant peut oui, ils peuvent, il y a un truc qu'ils peuvent. Mais moi, je peux le faire. Pas besoin d'être la police, vous êtes un peu habile, parce que je fais du codeur avec le robot, etc. Vous faites des tas de trucs avec les outils. Ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez une sorte de cartographie qui se met en place depuis des mois. On n'a jamais eu dans l'histoire de France récente un mouvement de cette ampleur-là qui sera cartographié de cette façon-là. Ça n'existe pas. Avant, c'était les RG, les trucs, alors machin connaît telle personne. Là, vous avez, il suffit de prendre les comptes Facebook, vous recoupez avec les comptes Twitter, vous savez que telle personne a passé 2 heures, tel jour, il était sur la manif, il a fait ci, y compris moi, j'ai vu telle personne, vous savez, tout ça va être exploité. Il y a un passage comme ça dans un des premiers épisodes du Bureau des légendes où il y a un agent français qui disparaît à Alger et il y a le spécialiste du bornage de téléphone qui voit des vagues et qui définit des schémas au prorata des... Oui, mais c'est ça, multiplié par, c'est à l'infini ce truc-là. C'est-à-dire que vous avez une façon nouvelle de percevoir une population, de dire qui est avec qui, mais au-delà de ça, c'est la force des algorithmes, d'anticiper, parce que de la même façon qu'on peut dire par le biais d'algorithmes, en étudiant l'histoire comme ça des 30 dernières années sur des quartiers, ben voilà, tel jour il y a plus de chances qu'il y ait une attaque à tel endroit ou un cambriolage à tel endroit, au niveau statistique, ben là vous allez dire, voilà, quelqu'un qui a un téléphone mais qui a un abonnement minimum
qui n'a pas de compte Facebook et qui voyage peu et qui je sais pas quoi, enfin, on va définir un certain nombre de critères qui vont apparaître quand on l'observe. Il a plus de chances d'être à un moment donné gilet jaune ou d'être insurrectionnel qu'un autre. Il ne le sait pas encore d'ailleurs lui-même, hein. Mais en fait, on sait qu'il sera plus vulnérable à ça. Déjà, on le sait sur les comportements de consommation. Si vous achetez telle musique, tel album de musique, et vous avez 3 dépenses dans le quartier et vous partez vous faites tel truc, vous avez plus de chances d'aller en vacances dans tel pays. C'est des choses Asimov qui parle dans Fondation la psychohistoire. Comment vous liez donc, voilà, bon, ça c'est le constat. Alors après, j'aimerais bien voir comment je lis. Comment je lis en fait, il se trouve qu'il y a d'abord en dehors de mon histoire personnelle avec le robot, il y a un homme qui m'amène sur un plateau le débat en fait. Cet homme, il s'appelle Laurent Alexandre. C'est la personne qui avait créé le site Doctissimo. Il est énarque, HEC et chirurgien. C'est une grosse tête quoi. Et cet homme-là, il écrit depuis quelques années des livres, un peu de vulgarisation sur les thématiques transhumanistes, tous ces trucs-là. Il amène un petit peu le débat, tout ce qui circule dans la presse anglo-saxonne ou dans la littérature anglo-saxonne, et il l'amène en France. Il y avait un livre il y a quelques années que j'avais lu, qui date de 2011, c'est quand même... en France, c'était un des premiers bouquins de ce type-là, qui s'appelle La mort de la mort. Donc il retrace un peu Google, les trucs. Donc il réfléchit sur ces questions. On en pense qu'on veut de cet homme-là, peu importe, c'est pas ça. Mais cet homme-là, il comprend lui aussi, enfin en tout cas, ou lui d'abord, j'en sais rien, mais en tout cas, il dit les gilets jaunes, c'est un rapport avec mathématiques d'intelligence artificielle. Et il fait une conférence à Polytechnique, à la fin de l'année 2018, donc au début du moment des gilets jaunes, ça fait 1 mois et demi ou 2 que c'est là. Par ailleurs, il sort un bouquin en parallèle, voilà, donc il fait un peu sa promo. Il y a cette conférence, il est face à l'élite, face à cette jeunesse qui est l'élite de demain, voilà. Et il va vraiment... Et des techniciens, pour le coup. Non, lui, il ne sait pas faire une ligne de code, mais bon, il manipule. Non, mais le public. Oui, et là, il leur dit vraiment... Les gilets jaunes, il utilise ce mot-là. Enfin, il y a un passage de sa conférence où il réfléchit sur les gilets jaunes et l'intelligence artificielle. Et en gros, il va dire le monde dans lequel on est, le monde de demain, c'est un monde de plus en plus complexe. Ce ne sont pas des gilets jaunes, sous-entendu, des gens pas très intellectuels qui vont être capables de nous orienter. C'est vous, c'est les intellectuels. Moi, je me fais confiance. Il faut que ce soit des gens d'un niveau autre. Il dit pas ça méchamment en tant que tel. Il prend des pincettes et tout, mais il fait ce constat-là. Et après, il va dire, en fait, les gilets jaunes, en gros, c'est les perdants de la mondialisation. Et ces gens-là ne sont pas du tout adaptés au monde des algorithmes, parce qu'ils sont substituables, on peut remplacer leur métier par des machines. Donc, les gens, en gros, l'analyse qu'il fait lui, c'est les gens qui ne vont pas être capables dans les 15-20 prochaines années d'être complémentaires de l'intelligence artificielle, vont devenir substituables et inutiles quelque part. Ça va être les perdants. Et il dit, en gros, donc les gilets jaunes, on en a pour des décennies. Et on ne sait pas comment on va faire pour gérer la phase de transition quand on va basculer dans ce monde-là. En gros, c'est ça. Il dit plusieurs choses dans sa conférence, mais par ailleurs, il s'interroge beaucoup aussi sur est-ce qu'on a le droit de le faire, est-ce que le transhumanisme c'est bien. C'est la même position. De toute façon, c'est un sujet que je connais parce que j'ai écrit dessus aussi. Donc sur les post-humains et les transhumanismes. Par contre, le point qui est intéressant, c'est la position qu'il affirme, c'est ni plus ni moins que la position d'Amazon. C'est-à-dire la description de la société sous la forme du sablier, c'est-à-dire qu'en haut, il y a 2-3 grains, et en bas, ça n'a strictement plus aucune importance, et que la société doit être basée sur ce qu'il dit, parce qu'il reprend ses propositions théoriques. Hein. Lui, il y a très peu d'interviews de lui, mais c'est les mêmes propositions théoriques, c'est-à-dire qu'il y a une couche de grains juste en dessous des 2-3 premiers, et le reste, ça n'a plus aucune importance. Et donc, ces positions-là, c'est celles de la Silicon Valley. Quant au post-humain, etc., c'est toute la Silicon Valley. Hein, c'est-à-dire absolument, c'est pour ça que je dis qu'il reprend, il vulgarise. C'est aussi un peu une thématique abordée par l'espèce de best-seller de Harari, Homo Deus. C'est-à-dire que c'est les Homo Deus, en fait, qui vont devenir des surhumains quelque part et on risque d'avoir une société à 2 niveaux. Alors parce que là, je voulais voir, voilà, c'est ça. Donc, alors on finit. Alors Alexandre parle de ça, moi je savais pas. J'apprends qu'il y a cette conférence, donc je la regarde, je dis mais génial, il m'amène exactement, il m'amène la thématique qui est celle que je tourne avec mes gilets jaunes. Donc moi je me sers, j'utilise certaines choses qu'ils vont dire, et à un moment donné je pose la question aux gilets jaunes en manifestation. Je dis vous avez entendu parler de Laurent Alexandre qui parle des gilets jaunes, et puis là, à ce moment-là les gens disent chacun non, oui, non, moi je pense ceci, moi je pense cela. Et en fait je me sers de ça, c'est qu'à partir de là le film, les gilets jaunes deviennent pour moi un objet de plus de réflexion, de mise en scène, d'une sorte de métaphore de ce qui nous attend quelque part, un peu comme si c'était des derniers humains. Alors il y a même la violence. C'est très humain la violence. Exactement.
le bon flic derrière son truc, le bon CRS encore là, qui est là, qui aime bien mettre des coups de matraque, ça reste un être humain, même si on peut le détester. On est dans la confrontation physique, et les gilets jaunes, c'est un moment c'est du corps à corps. Les gilets jaunes, c'est très physique à filmer, même par rapport à des situations de guerre. Vous n'êtes pas dans ce rapport, c'est rare d'être dans un rapport de corps à corps comme ça, où vous êtes vraiment en train de courir très proche de l'autre, quoi. La guerre peut être très dangereuse, mais il y a des gaz, il y a des trucs, on est pris dans un... On voit les regards de... C'est pas l'ennemi, mais vous avez le policier en face, vous êtes très proche de l'adversaire. Dans la guerre, vous avez pas ça en général, vous avez des dangers, mais dans le film sur Tripoli, ils sont à 1 kilomètre, quoi. Parfois, ils sont plus proches, mais Tripoli, c'est quand même assez physique aussi, mais c'est assez rare. Souvent, on n'est pas forcément dans ce genre de configuration. Donc, tous ces éléments-là font que, finalement, ce que j'ai filmé, je commençais à filmer à Raqqa, à Mossoul, sur une sorte d'humanité comme ça, un peu dévastée, où on va... Puis, en plus, je questionne des gens, même à Raqqa, j'ai le robot avec moi, vous en pensez quoi? Alors, c'est très insolite, hein, parce que j'accompagne des équipes de personnes qui déterrent des cadavres. Parce qu'à Raqqa, il y a tellement de morts dans la ville, il y a eu tellement de bombardements de on ne sait plus trop qui, qu'il y a des corps partout. 1 an, 2 ans après, vous avez encore des corps qui n'ont pas été déterrés, des familles qui ont enterré leurs cousins à l'angle, dans le jardin devant chez eux, ils ne savaient pas le mettre ailleurs. Et comme le calme est revenu, maintenant les gens cherchent les corps. Vous avez des équipes spécialisées qui toute la journée vont sous des décombres, dans des terrains vagues, et creusent et sortent des corps. Donc j'ai des scènes assez dures et j'ai le robot avec moi. Et donc, alors c'est assez gonflé. Je veux dire, quand on tourne, on se dit bon, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas en train de faire n'importe quoi, parce qu'il y a des scènes assez étonnantes. C'est une sorte de charnier, puis il y a le robot, je parle avec lui. Alors voilà, tu sais où on est, regarde, il sort des crânes, des trucs. Mais pour moi, c'est important, parce que c'est de la biologie encore. C'est pareil, l'être humain, c'est aussi ça. C'est du corps, c'est le cadavre, c'est la putréfaction. Et c'est aussi ce qui fait notre humanité, quelque part. Hein. Il faut le revendiquer, ce truc-là. Faut pas c'est le rapport à la finitude. Oui, à la finitude, à l'odeur, à tout ce qu'on veut, le côté animal qu'on peut avoir, mais qui est au fond ce qu'on risque de perdre. Alors qu'il y a tous les excès qu'on connaît, mais qui a aussi ce qui aussi fait la saveur de la vie, quelque part. Et donc, le film, il est un peu sur cette espèce de clair-obscur-là. Et donc, il y a ces scènes-là, d'un coup, je suis avec les gilets jaunes. Alors, bizarrement, dans ce film, autant Mossoul-Raqqa, comme je suis un peu post-guerre, je suis pas dans le côté encore bataille, c'est pas comme dans la Libye, j'arrive un peu après, c'est plutôt le terrain dévasté. Mais à Paris, en revanche, c'est l'inverse. Vous êtes dans des scènes, il y a des déflagrations, des gens qui portent des blessés, on est dans Paris. Alors, c'est pas la vraie guerre, mais au niveau du théâtre, ça ressemble beaucoup visuellement. Les déplacements sont les mêmes, les attitudes des personnes sont les mêmes, les sons sont les mêmes, vous avez des grenades très puissantes, puis vous avez des scènes très dures. Des mains arrachées, des trucs comme ça que j'ai pu filmer. Un jour, il se trouve que je suis à Paris, je suis avec l'appareil, le robot. C'est très étonnant quand je filme ça, parce que je pars de Raqqa, de Mossoul depuis le début, et je me retrouve à un moment donné, voilà. Et puis boum, il y a une espèce d'explosion, on sait pas trop, il y a des cris, j'entends des cris, je suis devant là. Alors je m'approche avec le robot, j'entends des gens, médic, médic. Et je m'approche d'un jeune homme qui est contre un mur, il a plus de main. Il a la main arrachée, et en fait le robot arrive, il assiste à la mutilation de l'être humain, quoi. C'est très étonnant. Enfin, je veux dire, bien sûr, il y a le drame de cette personne avant tout, mais dans ma position à moi, voilà, je fais un film avec cet appareil-là, me retrouver face avec mon robot qui va filmer une mutilation de main qui est très impressionnante à Paris, c'est quand même super bizarre, quoi, le télescopage, parce que d'un coup le réel rattrape et vient s'associer à ce travail-là, quelque part, vient nourrir ce travail-là. Et pareil sur l'histoire de la blessure. Parce que dans l'histoire de... Oui, à la fois le reporter... C'est à la fois pas très important, parce que vous êtes encore là pour nous en parler, donc on constate que tout y est, mais simultanément, c'est pas anodin que vous parcouriez tous ces... Je veux dire, l'Afghanistan, c'est pas rien, la guerre en Libye, c'est pas rien, et donc la Syrie, c'est pas rien, et il faut que vous alliez à Paris... pour vous en prendre une. Alors il y a deux choses, il y a un symbolisme effectivement qu'on ne contrôle pas, c'est comme ça m'arrive à Paris, donc n'importe qui entend l'histoire, il va dire ah oui c'est le reporter, alors en gros il a fait plein de trucs, il n'est rien arrivé, ça se passe à Paris, regardez. Donc ça, d'ailleurs l'histoire a été utilisée comme ça. Oui, ben je sais. Il y a une photo qui était faite qui est une bonne photo par notamment un photographe, donc qui est devenu après un truc un peu symbole. Enfin, tout ça circule. Moi je maîtrise rien de tout ça. Voilà, moi je maîtrise pas tout ça. Voilà, c'est comme ça. Donc il y a à la fois ce côté-là, il y a un symbolisme très fort de l'histoire comme ça. Donc ça veut dire que quelque part, ça voudrait dire qu'il se passe un truc finalement assez grave à Paris. Peut-être pas la guerre machin, mais quand même symboliquement on dit bon, voilà, il y a quand même une forme de violence, une forme de... C'est comme ça, c'est ça ce que ça va signifier. Et après, il y a, à mon niveau, qui reste malgré tout anecdotique, mais je fais un film, moi-même je fais un film, et finalement je suis au départ avec les morts, il sort des corps, et mon robot, à un moment donné, quand je suis à Raqqa, quand il sort un crâne, je lui dis, apprends,
enfin en anglais, learn, et je lui dis, the human being is made of flesh and blood. L'être humain est fait de chair et de sang. Et donc il me répète, ok, je me souviendrai, l'être humain est fait de chair et de sang. Et donc quand l'histoire m'arrive, moi, et qu'en plus il y a une tête de blessure assez spectaculaire, parce qu'il y a un bon trou et du sang, et ben en fait il y a une sorte d'écho avec ce que j'ai tourné avant. C'est-à-dire que du coup, ma position, je suis très présent dans ce film-là, parce que c'est moi qui fais parler cet appareil. Je vais symboliser un peu l'être humain aussi, quelque part, une sorte d'humanité qui est là. Son référent humain. Voilà, son référent, exactement. Et du coup, je suis aussi l'humain qui saigne moi-même. Et donc, la scène, je dis, et je la tourne quelque part. Parce que quand ça m'arrive, j'ai le robot avec moi. Donc après, je le sors du sac. J'ai une petite GoPro, enfin, j'ai des trucs. Donc, j'ai la scène qui est filmée, en fait. Donc, tout de suite, je l'utilise en me disant, c'est incroyable que ça m'arrive là, dans ce film, en plus. Pas seulement à Paris, mais dans ce film. Parce que, voilà, parce que quelque part je le mérite. Alors, j'ai de la chance, finalement, par rapport à d'autres, j'ai énormément de chance. D'après Castaner, oui. Oui, c'était oui. assez joué un peu quand même. Voilà, non, mais parce que, non, mais je veux dire, bien entendu, il y a des gens, ils n'ont même pas forcément une tirade dans l'homme, ils perdent la vue parce qu'il y a l'onde de choc, le nerf qui est atteint, enfin, il y a des blessures absolument terribles. Donc, moi, j'ai énormément de chance. Et après, je me sers de ça dans ce film. Et ce robot, comme il est avec moi, après, quand j'arrive à l'hôpital aux urgences, je l'active parce qu'au départ, je peux pas l'activer. Bon, c'est pas, il y a les pompiers, c'est pas le moment. Mais j'ai une scène après l'hôpital, c'est complètement burlesque. Il y a un truc qui échappe complètement au tragique, à la narration habituelle. Voilà, donc je suis avec le robot. Alors ça va, tu sais où on est. Alors il regarde, il me décrit. Alors il croit qu'on est au musée. Lui, il dit, je vois les couloirs, je vois machin, c'est un musée. Non, on est à l'hôpital. Continuez. Donc tout ça est assez. Tout ça est assez drôle, assez burlesque, et ce film, en fait, c'est un peu mon idée de départ, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de dispositif qui fait que ça oscille entre une sorte de tragédie très forte, et la simple présence de cet appareil-là, qui est un peu comme un intrus, crée des situations cocasses, drôles, c'est pas que ça dédramatise, mais ça met un peu à distance, et c'est ce que je cherchais, en fait, parce que ça amène ça, quelque part, l'appareil. Et donc là, avec les Gilets jaunes, bah, c'est une sorte de... C'est pareil, le jour où vous avez des manifestations, notamment celle des Champs-Élysées, celle du 16 mars, la fameuse du 16 mars, donc il y a des magasins dévastés, des choses comme ça. Ben, je suis avec l'appareil, donc sur les champs, donc, et après je regardais les images, c'est quand même assez fou, parce que vous avez cette espèce de robot avec son gilet jaune qui en fait descend les Champs-Élysées, je le tiens comme ça, je lui parle, et je lui demande ce qu'il voit, alors il décrit en même temps, on voit les canons à eau, les déflagrations, les trucs. Donc en plus il répond des trucs, alors il dit des trucs, il analyse, c'est très drôle en fait, on est dans le total décalage de la lecture. C'est méchant, Black Bloc, regardez, parce qu'en plus le robot la veille, je lui dis alors voilà, tu sais, Sautage, il s'appelle Sautage, un truc à dire, demain il y a une grande manifestation, on va y aller. Puis après je lui dis, tu connais les Black Blocs? Alors il me dit, ah non, c'est quoi? Je lui parle-moi des... Donc après, quand on lui demande, il va chercher sur internet, alors il peut chercher des définitions. Ah ouais, donc moi je mets en scène tout ça sur le terrain. Alors c'est quoi les Black... Alors après il va dire sur les champs, les Black Blocs, c'est des... Et on les voit à l'œuvre. Et l'appareil va ensuite commenter les magasins dévastés. Alors on arrive devant le Nespresso, devant le... Alors tu sais, regarde Nespresso, tu vois... Alors il regarde, il me dit, ah, Nespresso, c'est une compagnie basée en Suisse, qui fabrique des capsules. Le truc est totalement... Et là, voilà, on est dans ce que... C'est ça dans la science-fiction. Ouais, mais en fait... c'est déjà ça, notre monde est déjà comme ça. Je veux dire, oui, non, mais dans la définition de la science-fiction, oui, avant. Sauf que là, c'est du réel. L'appareil, je ne trahis pas ce que fait l'appareil, je n'invente pas ce qu'il fait. Après, il y a du montage, j'arrange par le montage comme on fait sur un montage. Mais je respecte sa capacité, quoi. Et c'est très très étonnant le résultat, parce que des moments on croit que c'est pas possible. Même moi, pourquoi il me dit ça à ce moment-là? Enfin, c'est très très drôle. Très très drôle. Donc voilà, on est loin de la Libye, mais pas si loin. Je suis sûr que les Libyens, ça les ferait rire de voir ça. Les Syriens vont rigoler aussi, même dans leur tragédie, ils rigoleront comme d'ailleurs ils ont rigolé en le voyant même dans les terrains sur lesquels j'étais, parce qu'il y a des questions éthiques qui se posent tout le temps. Comment je vais être perçu? Est-ce que j'ai le droit d'arriver avec cet appareil? Et en fait, la question, elle se vide d'elle-même une fois qu'on est sur place. Les gens prennent l'appareil, l'adoptent, sont curieux, les enfants viennent voir, ils en ont tellement vu, je veux dire, ils ne sont pas choqués par un petit robot dans les ruines, ils s'en foutent. Quoi. La moraline, ils ne sont pas dans la moraline. Ils sont pas dans la moraline. Alors, on va dire que c'est ce soir, à quelle heure, Dorothée? C'est ton moment de gloire à nouveau? À 17h. À 17h, donc on va se dépêcher, là, parce que vu l'heure qu'il est, c'est pour ça qu'elle était énervée, je comprends mieux. Donc, c'est à l'Institut Jean Vigo à l'Arsenal, en face de la caserne des légionnaires et des troupes de choc de nos services de renseignement. C'est un court-métrage, 3 heures. Voilà. C'est ça, voilà. C'est un court-métrage historique, 3 heures seulement. Vous auriez pu l'avoir en 6, alors mollo. On remercie Florent d'être venu et on a appris des tas de choses, c'était hautement improbable.
Et bon, et quand il viendra avec son documentaire sur, Nono le petit robot et les gilets jaunes, Sota, eh ben on sera bien content de le retrouver. D'accord, merci à vous. Merci.